Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être ici présent au sein de cet amphi à Schema. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour débattre autour des enjeux et des impacts surtout de cette technologie, de l'impression 3D, mais fabrication additive aussi, bien sûr, sur les secteurs d'activité et sur les business models. Alors, l'idée est de réfléchir aux impacts de façon, alors je ne vais pas dire académique, parce que vous allez voir qu'il y a énormément de cas concrets et nous avons la chance d'avoir des témoignages de professionnels, mais vous allez voir que on ne peut se permettre d'appréhender l'impression 3D que par son aspect technologique. Et vous allez voir, c'est pour ça que Swan, avec laquelle je travaille beaucoup sur les business models innovants, et nous sommes toutes les deux spécialistes en comportement du consommateur et en modèle et business model innovant, c'est que vous allez voir que l'impression 3D et les enjeux de l'impression 3D ne seraient rien si on ne prenait pas en considération l'appropriation que vont en faire les consommateurs et les utilisateurs potentiels. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Donc vous allez voir qu'il y a un vrai mouvement de fond par rapport à ça, avec beaucoup d'humilité. En tant que chercheurs, nous traitons ça avec beaucoup d'humilité. Souvent, beaucoup d'adhérents me disent « Mais Isabelle, ça va muter, dans quelle proportion, combien de pourcentage, à quelle temporalité ?» On ne sait pas. On sait qu'effectivement, il y a un véritable mouvement de la part des consommateurs, on vous en parlera tout à l'heure. Il y a effectivement des évolutions technologiques très fortes, mais en mesurer la temporalité et l'impact exact, c'est extrêmement difficile de le faire, puisqu'il est excessivement difficile aujourd'hui de faire un exercice de prospective, comme ça l'était il y a 30 ans sur Internet, quand on a vu l'émergence d'Internet et des premiers ordinateurs. Donc nous avons la chance, alors Dominique vous a présenté, donc je vais effectivement passer directement à ma présentation. Donc vous avez le nom des participants et des invités qui vont tous témoigner parce qu'ils appartiennent tous à des secteurs divers qui représentent des potentialités différentes, des enjeux différents. Vous allez voir, ça nous donne une bonne vision, je pense, des enjeux liés à cette technologie. Alors, l'idée, dans un premier temps, est de comprendre que la technologie n'a de sens que si elle est appropriée par les utilisateurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sait qu'on a fêté les 30 ans de l'impression 3D il y a 30 ans, enfin l'année dernière, pardon, donc les 30 ans l'année dernière. On en parle depuis 2 ou 3 ans. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui se vulgarise et qui commence à être progressivement appropriée par les consommateurs. Donc ça, c'est important. Donc parler de technologie, oui, c'est une chose. Nous avons la chance d'avoir Félix Caudron sur le plateau, qui est un spécialiste, un designer 3D qui nous en parlera. Mais on ne peut pas parler de technologie si on ne prend pas en considération en fait, les perspectives que cette technologie va ouvrir et les valeurs qu'elle véhicule. Vous allez voir qu'il y a de véritables perspectives, des menaces, des potentialités, des risques pour certains secteurs d'activité, moins pour d'autres. Il serait extrêmement dangereux de considérer ça dans une démarche globale. Alors vous avez souvent les économistes qui se disent on va essayer de traiter l'impact de l'impression 3D sur le secteur d'activité économique. Vous allez voir que moi j'ai intitulé la conférence sur les activités et les business models, parce qu'on ne peut absolument pas opter pour une démarche holistique, voire globale. Certains secteurs seront beaucoup plus touchés que d'autres et différemment. On a des gens du retail ici, on a aussi des exemples dans l'industrie, on a des industriels dans la salle. Les impacts ne sont absolument pas comparables quand on est dans des logiques B2C, des logiques B2B, dans l'industrie, dans les services. Donc on peut difficilement traiter de l'impact global sur l'activité économique. Donc une chose importante aussi quand on parle de technologie, c'est de bien faire la différence entre l'utilisation et l'usage. Et ça, alors l'utilisation, ce sont les fonctionnalités d'une technologie. Okay, alors c'est intéressant, effectivement on a des ingénieurs dans la salle, il est évident que la dimension de fonctionnalité d'une technologie est quelque chose qui vous interpelle, mais ce qui nous intéresse, soit des mois, surtout en comportement du consommateur, c'est l'usage que les consommateurs, mais aussi les individus, les organisations vont en faire. Et l'usage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à appréhender que l'utilisation, beaucoup plus complexe. Alors généralement, c'est la façon dont on va utiliser une technologie pour réaliser certaines tâches. Alors nous, on va s'attacher au lieu d'utilisation, aux fréquences d'utilisation, au moment. Donc c'est très important de faire la différence entre ce qui relève de l'utilisation et ce qui relève de l'usage, parce que généralement, en fait, le passage de l'utilisation à l'usage se fait par le processus d'appropriation de la technologie. Et le processus d'appropriation de la technologie, c'est une étape clé
clé dans le processus d'innovation. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à confondre usage, utilisation. Et quand on est dans des domaines technologiques, c'est très, très important de faire la différence entre les deux. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce serait extrêmement dommageable de ne pas considérer les secteurs d'activité comme des secteurs fortement différenciés dans l'impact de cette technologie. On ne peut absolument pas parler de la même chose quand on est face à des industriels. Moi, j'ai régulièrement des industriels dans le réseau APM en face de moi. Quand j'ai des personnes qui livrent l'aéronautique, quand j'ai des personnes qui livrent l'industrie automobile, j'ai absolument pas le même discours que quand j'ai effectivement des personnes qui sont dans le retail, qui sont dans le domaine des services. Donc, on a l'obligation, quelque part, de traiter en fait l'impact de cette technologie, secteur d'activité par secteur d'activité, parce que les potentialités de développement ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes, les menaces de substitution de l'activité historique ne sont pas les mêmes. Vous allez voir les questions que l'on se pose en stratégie et en marketing quand on travaille en fait sur ces dimensions-là. Alors le business model, pourquoi le business model? Comme vous disiez Dominique tout à l'heure, et je l'entendais discuter avec quelqu'un avant cette conférence, elle dit aujourd'hui on on cherche encore quels sont les business models que l'on peut mettre en place par rapport à cette technologie. Alors le business model est extrêmement pertinent quand on utilise, quand on veut approcher par un prisme spécifique une technologie comme la 3D. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui, alors voilà ce qu'est, je ne vais pas vous faire un cours magistral, rassurez-vous, sur le business model. Vous avez quelques modèles, il y a des modèles français, des modèles américains. Si vous voulez des informations complémentaires, je vous en donnerai. Mais l'idée est de comprendre que l'impression 3D ne va pas forcément changer la stratégie des entreprises. Alors je vais me permettre simplement de faire la différence entre stratégie et business model. La stratégie, c'est effectivement les grands axes stratégiques que va se fixer une entreprise, être leader, être le discounter numéro 1, être leader dans tel ou tel secteur d'activité. Le business model est quelque chose de beaucoup plus pertinent dans ce qui nous réunit ce soir. C'est que c'est le reflet, généralement on dit que c'est le reflet des implémentations stratégiques. C'est la façon dont une entreprise s'organise pour distribuer sa proposition de valeur ou ses propositions de valeur. Et les témoins qui sont là ce soir vont témoigner de ces potentialités-là. C'est que l'impression 3D ne va pas impacter la stratégie d'Auchan, l'impression 3D ne va pas impacter la stratégie de Top Office, ne va pas impacter la stratégie d'Airbus, ne va pas impacter la stratégie de LS, mais va permettre, si on est par exemple dans le retail, ils vont nous exposer ça tout à l'heure, de générer des propositions de valeur additionnelles pour aller chercher éventuellement de nouveaux segments, d'accord. Mais si on est par exemple dans l'industrie, ça va permettre effectivement de générer de l'innovation au niveau de la maîtrise des activités, au niveau de la maîtrise des ressources. Félix nous parlera tout à l'heure de certaines spécificités de certains matériaux. Il est évident que quand on est chez EADS et qu'on sait qu'aujourd'hui il y a certaines technologies qui coûtent 15% moins cher que des activités traditionnelles, on vient directement impacter en fait l'équation de profit du modèle économique qui est la génération de revenus et la structure de coûts. Donc c'est extrêmement pertinent de voir une technologie comme l'impression 3D. Alors c'était un challenge que m'a imposé Dominique parce que c'est loin d'être évident de croiser l'impression 3D et les business models. Mais vous allez voir que en fonction des différents secteurs d'activité, l'impact est fondamentalement différent. Soit je vais améliorer effectivement mon équation de profit, ma structure de coûts, ma génération de revenus, soit je vais, comme le font Emmanuel et Raphaël ici, soit je vais générer des propositions de valeur additionnelles qui vont me permettre effectivement d'étoffer l'offre initiale, soit je vais, si je suis une start-up, comme on a aussi ici d'autres témoins, je vais baser un business model complètement sur cette technologie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir que le modèle économique, par contre, a tout son sens quand on travaille sur la technologie 3D. Alors, là aussi, un des objectifs de ce soir, c'est, comme le disait Emmanuel très justement, j'ai beaucoup discuté avec Emmanuel, avec Raphaël, avec les différents témoins et beaucoup d'autres adhérents, il faut absolument relever ce qui relève du mythe et ce qui relève de la réalité. Voilà. On parle de tout, on mélange tout, comme tu disais tout à l'heure, on va effectivement parler de l'industrie, on va parler de la NASA, on va parler du retail, on va parler du goodies à 10 €, on a tendance à tout mélanger. Alors ce qui est important déjà de comprendre sur un plan académique, c'est la différence entre l'invention et l'innovation.
L'invention, la technologie 3D, c'est une invention. D'accord ? Donc c'est un travail de nature scientifique, les ingénieurs connaissent bien. Par contre, quelle est la différence entre une invention et une innovation ? Une innovation est une invention qui rencontre son marché et qui est socialement adoptée. C'est pour ça qu'effectivement, la 3D aujourd'hui devient progressivement une innovation, est une innovation parce qu'elle est socialement adoptée. Mais si vous regardez sur Internet, quand on voit la rapidité aujourd'hui et l'émergence en fait, des nouvelles technologies, des nouvelles imprimantes, des nouveaux matériaux qui arrivent, chaque semaine, il y a quelque chose de différent. Vous avez encore certaines technologies, je regardais hier une nouvelle imprimante qui travaille avec du sable dans le désert à partir du solaire. C'est une invention. Va-t-elle devenir une innovation ? Ça deviendra une innovation simplement si elle devient socialement adoptée. Donc il faut faire très attention. Encore dans le domaine de la technologie 3D, vous avez des technologies 3D qui relèvent de l'invention et déjà des technologies 3D qui sont déjà dans le domaine de l'innovation parce qu'effectivement elles ont rencontré leur marché ou elles ont été socialement adoptées. Alors là aussi, tout le monde dit, alors je fais aussi un peu mon, voilà, je challenge un peu tout ça, c'est ce que m'a demandé Dominique, tout le monde dit c'est une innovation de rupture, c'est une innovation disruptive. Ben non, pas forcément. Ça n'est pas une innovation de rupture dans tous les secteurs d'activité. Quand vous avez l'industrie qui utilise, effectivement, quand on prend EADS, quand on prend Airbus ou d'autres, qui utilisent l'impression 3D pour optimiser l'existant, c'est-à-dire que simplement pour optimiser l'existant avec de nouveaux savoir-faire, c'est de l'innovation incrémentale, ce n'est pas de l'innovation de rupture. Une innovation de rupture, c'est quand on travaille avec la distrie à la prospective 2020-2025, une innovation de rupture, ce serait effectivement un modèle qui viendrait complètement générer des nouveaux besoins, des nouveaux comportements, et qui viendrait complètement chahuter les business models existants. Ce qui est en train de se passer, vous allez voir après, avec l'avènement des modèles C2C. Donc là aussi, attention, on dit toujours que l'innovation, que la technologie 3D est une innovation de rupture, pas forcément. Ça peut être une innovation radicale parce qu'elle optimise l'existant dans certains secteurs d'activité, de rupture dans d'autres secteurs d'activité, vous le verrez après, disruptive aussi parfois. Alors disruptive, c'est quand on va effectivement, quand toutes les barrières à l'entrée d'un secteur d'activité vont s'effondrer et que ça va se banaliser. Là, on fera aussi la différence entre la rupture et le disruptif, ce qui est rarement fait. Généralement, on a tendance à confondre rupture et le caractère disruptif d'une innovation. Donc ça, c'est important de le comprendre. Alors, quelle va être l'évolution ? Comme je vous le dis, avec beaucoup d'humilité, moi je regarde ça de très très près. Beaucoup de difficultés à vous faire une prospective exacte. Par contre, on sait que ça va dépendre de la convergence de deux catégories d'acteurs. Les utilisateurs et les consommateurs et les industriels. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, pour les industriels, la technologie 3D les sert plus que ça ne les dessert. Par contre, il y a un vrai phénomène de fond qui émerge et qui vient de la part des consommateurs. Et ça, c'est important de le prendre en considération pour voir comment peut évoluer éventuellement cette technologie dans son degré d'appropriation. Alors, je vais commencer par le monde des consommateurs, sur lequel je travaille beaucoup avec Swad, puisque c'est notre domaine d'expertise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le consommateur des années 2015 a changé, radicalement changé. Ça a un impact sur, effectivement, sur la technologie 3D, mais aussi sur d'autres comportements, comme la co-création, l'innovation. Ça impacte toutes les démarches aujourd'hui qui sont portées par ce qu'on appelle le C, le consumer, par le C. Aujourd'hui, le consommateur a pris le pouvoir. D'accord ? Il veut donner du sens à sa consommation, il veut être acteur de la consommation. Deuxième phénomène, l'ère du co, qui a été amené par le 2.0. Aujourd'hui, les réseaux, les consommateurs sont connectés, veulent partager, veulent collaborer. Troisième paradigme extrêmement structurant dans le monde des comportements des consommateurs. Aujourd'hui, on sait que si un besoin n'est pas couvert par le marché, il sera inventé par les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle l'inversion du paradigme de l'innovation. Et on a un quatrième phénomène qui vient se greffer à ça, qui est un phénomène conjoncturel, qui est lié à la crise, c'est qu'en plus on développe l'achat malin. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que c'est pour ça qu'on voit arriver de plus en plus de modèles C2C. Aujourd'hui, les consommateurs veulent sortir les billes de la boucle. Alors, si je vous avais fait cette conférence il y a 4 ou 5 ans, je vous aurais parlé des biens immatériels. Je vous aurais parlé de l'open source, des logiciels, je vous aurais parlé de Wikipédia. Sauf qu'aujourd'hui, que se passe-t-il ? Et c'est ça que les industriels doivent prendre en considération. Et souvent, parfois, ça fait blêmir certains effectivement adhérents APM qui sont dans cette logique industrielle. C'est que vous avez aujourd'hui une technologie au service de la consommation collaborative, de l'innovation collaborative. Et aujourd'hui, l'impression 3D a fait sauter le verrou du monde physique
pour les modèles C2C. C'est-à-dire que là, vous avez, bon, je vous ai mis qu'un exemple, on en a énormément, on a la chance d'avoir quelqu'un de l'INPI dans la salle, donc on se pose beaucoup de questions aussi par rapport au brevet, à la propriété intellectuelle, mais aujourd'hui, vous avez les premiers objets libres qui apparaissent, puisque les modèles C2C peuvent être mis en place dans le monde physique grâce à cette technologie. Là, vous avez une voiture qui est l'Urbitu, qui est une première voiture qui a été créée en 3D dans une logique open source, qui est sortie en 104 jours. Donc, il faut savoir qu'en plus, ça raccourcit énormément les délais d'innovation. Donc, on est quand même sur des modèles qui sont extrêmement, là, par contre, disruptifs, parce que si demain, les modèles C2C émergent dans le monde physique, il est évident que ça va remettre en cause certains pans entiers de secteurs d'activité. Donc ça, c'est important de le comprendre. Alors pour le monde professionnel, rassurez-vous, les professionnels, il y a des professionnels dans cette salle, on en a ici, ils ont compris les opportunités que pouvait générer cette technologie. Pas forcément toutes les menaces, pas forcément toutes les limites. D'ailleurs, ils vous parleront de leur expérience. Certains sont en train de tester déjà les potentialités, mais aussi les limites de certains de ces modèles. Mais le marché potentiel du marché de la 3D est important. 3,7 milliards de dollars en 2015, 6 milliards en 2019, 10 milliards, enfin presque 11 milliards en 2021. Donc on a vraiment des potentialités extrêmement fortes. Alors, les secteurs sont variés, tous les secteurs sont un peu touchés, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas travailler du tout de la même façon, c'est pour ça qu'on a des témoins aujourd'hui dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du retail, dans le secteur des produits finis ou autres. Alors, parlons des produits finis. Les produits finis, on sait qu'aujourd'hui, 28% des investissements en 2015 seront consacrés à la réalisation de produits finis. 80% des investissements en 2020 annoncés. Donc le produit fini, le monde du produit fini. Alors on a deux exemples sur ce plateau, quelqu'un qui va faire des produits finis, quelqu'un d'autre qui fait plutôt du proto. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que l'impression 3D est uniquement réservée aux protos. Ils en parleront mieux que moi tout à l'heure. On est sur de la réalisation de produits finis, aussi bien dans l'alimentaire. Baria est déjà équipé, mais aussi dans des biens physiques classiques. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réaliser des formes extrêmement complexes qu'on ne pourrait pas réaliser par des processus classiques, mais ça vous sera expliqué par Félix tout à l'heure. Donc là, on a un taux d'équipement qui commence à être relativement important. Ce que je voudrais souligner, surtout par rapport au business model, c'est que globalement, ça va très vite, de plus en plus vite, et il y a des étapes en fait qui se sautent successivement. Il y a encore quelques mois, on allait imprimer de la coque portable. Aujourd'hui, Microsoft vient de sauter l'étape et intègre des microprocesseurs dans l'impression des téléphones portables. Donc on a déjà passé un cap. Ce qui est extrêmement important aussi, j'en discutais avec Emmanuel il y a 2 jours, et j'ai vu Raphaël dans la foulée qui m'a parlé aussi d'une technologie, c'est le problème de délai. C'est vrai que c'était très long. C'était très long d'imprimer en 3D. Et regardez, aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui est la technologie 3D Clip, dont m'avait parlé Raphaël. Regardez le temps de sortie, par exemple, si vous prenez une machine SLA 11h30 pour sortir une pièce, SLS 3h30, PolyJet 3h, Clip 6 minutes et demie. Donc le délai commence à être quelque chose qui va être surmonté par des technologies. Donc là aussi, ça vient complètement reconfigurer les modèles économiques, puisque vous avez vu que les modèles économiques étaient un équilibre entre différentes composantes. Si on arrive effectivement à optimiser la proposition de valeur en termes d'immédiateté, ça va être extrêmement intéressant pour les industriels. Un cap extrêmement important, là c'est majeur. J'en ai parlé à une adhérente il y a 3 semaines qui est dans l'injection plastique. On a pensé jusqu'à il y a 2-3 mois, il y a encore 2-3 mois, d'ailleurs ça va être dit aussi par des professionnels ici, on pensait que c'était uniquement un outil, que ça allait permettre la customisation et la personnalisation et qu'on était sur des petites séries à forte valeur ajoutée. Et regardez, le cap de la grande série vient d'être passé, c'est très récent, ça fait moins de 2 mois. Vous avez 3D Systems qui lance l'offensive contre l'injection plastique, 2500 pièces sur une machine SLS avec une meilleure efficacité que l'injection plastique. L'injection plastique est attaquée. Business model de rupture, là on peut parler de rupture pour l'injection plastique. Mais vous voyez que c'est ce que je voulais vous dire au démarrage, c'est qu'on ne peut pas parler de l'impact de l'impression 3D sur l'activité économique en général. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. On est obligé de travailler matériau par matériau, secteur d'activité par secteur d'activité, business model par business model.
Et ça, c'est extrêmement important de le prendre en considération. Donc il y a des étapes qui sont passées. Alors après, vous avez des dimensions au-delà des produits finis. Hein. Comme je vous le disais, quand on est dans l'industrie, on ne le traite pas du tout de la même façon que quand on est dans des logiques de retail et qu'on fait de la customisation en B2C ou éventuellement du proto en B2B. Vous avez ici quelques exemples d'applications extrêmement novatrices. Alors des secteurs qui sont très touchés, bien sûr, c'est l'aérospatial. On a aussi, ça c'est une carlingue d'avion, en fait, la spécificité c'est qu'il n'y a pas de boulon, il n'y a pas de point d'assemblage, on a des ingénieurs ici, donc beaucoup plus légères, beaucoup plus résistantes, beaucoup moins de consommation de carburant. Donc là aussi, là par contre, on est dans de l'innovation incrémentale, parce que ça va venir faciliter l'activité dans le modèle économique. Mais ça ne va pas forcément générer une nouvelle proposition de valeur. Donc on n'est pas forcément dans de la rupture. Donc c'est là qu'il faut faire attention quand on travaille sur les modèles économiques de la 3D et bien les prendre en considération. Là où on peut être sur de la rupture, c'est au niveau du bâtiment. Au niveau du bâtiment, je vous ai mis que 3 exemples, je vais en commenter 2. Le premier, c'est une expérience qui est faite à Amsterdam, où effectivement, ils sortent en fait une maison. Alors cette maison va être sortie en 2 ans et demi parce que c'est un proto. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est faite en billes de bioplastique, faite à partir d'huile de colza. D'accord ? Et ça peut être renforcé éventuellement avec du béton pour des raisons de solidité. Mais une fois que ce proto sera sorti, les chiffres ont été annoncés, on va sortir en moins d'1 mois une maison familiale. Vous avez un deuxième modèle qui est sorti par la Chine. Alors les Français sourient. Hein. Quand je présente ça, ils sourient. Ils me disent on ne va pas être inquiétés. Sauf que les Chinois investissent énormément. Ils y croient. La maison vaut moins de 3 500 €. C'est celle que vous avez, la troisième. Moins de 3 500 €. Ils en sortent 10 en même temps. 24 heures de duplication, d'accord, et 1 semaine d'assemblage. Donc ils veulent attaquer le marché européen. Aujourd'hui, ça nous fait sourire. Demain, on sourira peut-être un peu moins. Alors, parce que vous allez voir qu'on est quand même sur des choses qui sont assez... là, on est quand même sur de la rupture assez significative. Dans le domaine de l'industrie, de la même façon, là aussi, on vient de passer un cap. Pratt & Whitney viennent d'annoncer qu'ils allaient utiliser la fabrication additive pour produire en série des pièces moteurs, mais en grande série. Donc là aussi, on passe le cap de la petite série. Donc là, on est sur... Quand je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas, à un moment donné, travailler activité par activité, quand on est dans l'industrie, on doit prendre en considération ce passage de la petite série à forte valeur ajoutée à la grande série, parce que ça va complètement modifier en fait, la partie infrastructure du modèle économique. Et pas forcément la proposition de valeur. Le client ne va pas percevoir, la personne qui va prendre un Airbus ne va pas percevoir effectivement que vous avez changé la façon de manufacturer vos pièces. Sauf que vous, ça va optimiser effectivement le business model existant. Alors que quand on est sur des propositions comme le retail qui vont nous être présentées tout à l'heure, on est vraiment sur des business models novateurs qui vont générer de nouvelles propositions de valeur. Donc là, on est peut-être un peu plus sur de la rupture que de l'incrémental. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de précision et faire la différence entre ce qui relève donc du mythe et de la réalité. Alors au niveau de la distrie, c'est assez intéressant. Là j'ai mis quelque chose d'un peu polémique, hein, mais avec le PICOM on aime bien challenger un petit peu. C'est chérie, j'ai imprimé les courses, comment la 3D va forcer la grande distribution à revoir son modèle. Alors l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sait que les consommateurs aujourd'hui veulent imprimer éventuellement, vont prendre la main, d'accord ? Avec beaucoup d'humilité, on a 3 scénarios. Le premier scénario, effectivement, les industriels se sont appropriés la technologie, vous venez de le voir, c'est fait. Deuxième scénario, c'est ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, des acteurs du BI ont compris qu'il fallait qu'ils se remettent dans la boucle, puisque ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est ni plus ni moins, notamment sur Auchan, c'est ni plus ni moins qu'Auchan a été suffisamment précurseur pour se remettre dans la boucle et de proposer à des consommateurs des produits customisés pour que les consommateurs éventuellement ne le fassent pas sans le BI. Mais l'idée quand même, c'est que certains prospectivistes disent que demain, chaque foyer pourrait être équipé d'une imprimante 3D et pourrait effectivement produire ses propres biens. Il y a déjà une étude aux États-Unis qui montre qu'une imprimante à 1 500 € est amortie en moins de 4 mois pour un foyer avec 2 enfants. Donc, il faut savoir que ça peut avoir des impacts assez significatifs. Alors, il y a des impacts importants pour la distrie, notamment dans les propositions de valeur qui vont nous être présentées ce soir, mais aussi beaucoup, bien sûr, 2 choses majeures. C'est tout ce qui est service après-vente. Ça va considérablement modifier le service après-vente. Hein. Le roi Merlin réfléchit beaucoup aussi sur cette dimension-là. Et tout le serviciel, en fait, qui peut être apporté aux consommateurs dans le domaine du retail. Donc voilà les scénarios. Alors par contre, là où j'attire votre attention, c'est que généralement, on a tendance à considérer les acteurs économiques
sans prendre en considération l'ensemble de la filière économique. Quand je discute avec des distributeurs et des retailers, quand j'ai des logisticiens dans des salles, quand j'ai des transporteurs dans des salles, quand j'ai des personnes qui font de l'étiquette, de l'emballage, si demain il y a une véritable mutation des modèles économiques, il est évident qu'on ne peut pas prendre en considération simplement les retailers. Par exemple, je prends l'exemple de la grande distrie parce que j'ai mis voilà, la chaîne de valeur de la grande distrie. Mais moi, quand j'ai des logisticiens qui me disent « Mais Isabelle, est-ce que demain, à Leroy Merlin, on va encore livrer des matériaux solides ? Est-ce qu'on ne va pas livrer des matériaux dématérialisés ? Est-ce qu'Auchan ou Carrefour, demain, va encore nous acheter des produits finis et non pas des fichiers fermés ? Est-ce que je vais encore avoir de la logistique ? Et si oui, dans combien de temps et sinon, dans combien de temps j'en aurai plus ? Donc l'idée vraiment est de comprendre, dans une logique stratégique, c'est que si le modèle économique d'une entreprise est touché, tous les modèles économiques en amont et en aval de la filière le seront aussi. Donc c'est pour ça que effectivement le rôle de la CCI aussi par rapport à ça, c'est de comprendre ces transformations dans une logique de filière économique et pas simplement secteur d'activité par secteur d'activité, parce que les transformations sont extrêmement profondes et concernent l'ensemble de la filière. Pour vous montrer à quel point ça va vite, j'ai fait 2 conventions textiles à 3 mois d'écart dans la région ici. Je ne citerai pas les entreprises. Il y a quelques mois, on avait simplement du textile extrêmement difficile à porter, fait en plusieurs morceaux. Un mois et demi après, là je disais que c'était de l'innovation, même pas radicale, c'était de l'innovation incrémentale. Bon. Un mois et demi après, on a la possibilité de faire en une seule pièce une robe avec des matériaux beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agréables à porter. Donc là, mais ça reste de l'impression laser, donc on est encore sur quelque chose d'assez difficile à appréhender. Et quelques semaines après, qu'est-ce que je trouve ? Electrolum. Electrolum, c'est une boîte, une start-up, qui a décidé effectivement de lancer une impression grand public qui va permettre à toutes les personnes de fabriquer à la maison leurs propres vêtements. D'accord ? Donc là, on peut parler d'innovation de rupture. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure ça va prendre, on ne sait pas dans quelle mesure le consommateur va s'approprier, mais là, vous voyez la vitesse à laquelle, effectivement, ça peut remettre en cause le secteur d'activité. Et encore plus récemment, une boîte israélienne, une start-up israélienne de 8 designers, qui vient de sortir, en fait, une machine à imprimer des vêtements en recyclant des vieux vêtements, et elle est en négociation avec les marques qui vendraient des cartouches de modèles. Donc les marques vendraient des cartouches de modèles et le prêt à imprimer serait moins cher que le prêt à porter. Donc vous voyez tout ça en 3 mois. Je disais à la première entreprise que j'ai faite que c'était une innovation incrémentale. Aujourd'hui, je suis sur de l'innovation de rupture en 3 mois. Donc c'est pour ça, c'était l'objet de cette première conférence magistrale, c'est attention, on est en fait sur des choses qui vont extrêmement vite. On ne peut absolument pas travailler ça dans la globalité, avoir une approche holistique, et c'est pour ça qu'on a souhaité réunir énormément de choses. Alors là, vous avez quelques business models qui sont très récents, et vous allez voir que, parce que Dominique m'a demandé de mettre des business models basés sur la technologie, notamment un qui vient de sortir, 3D Chouk. 3D Chouk, c'est Netflix. C'est le nouveau Netflix. C'est exactement le même processus que Netflix, mais sur les produits 3D libres. Donc, quand je vous disais que l'open source allait générer... Donc, il s'engage pour 14 € par mois à mettre à disposition 100 produits finis libres dans 40 catégories de produits. Donc là, par contre, ça interpelle effectivement des gens comme Auchan ou d'autres acteurs qui sont sur ce marché. Donc ça, de la même façon, 3D Hubs. 3D Hubs, c'est un business model extrêmement innovant. Par processus de géolocalisation, ils mettent en contact en fait, des professionnels et des particuliers, et le professionnel va être rémunéré en fait, pour sa contribution. Autre, et après je passerai la parole aux invités, Shapeways, par exemple, qui est issu de Philips, hein, c'est une start-up qui est issue de Philips, qui permet de générer des produits libres aussi par des communautés. Donc il y a d'autres modèles économiques, je ne les ai pas tous mis. Il y en a une aussi dans Gemnio, qui est dans le bijou. Le secteur du bijou, alors là, ils viennent complètement modifier en fait, les fondamentaux de la place Vendôme, puisqu'en fait, ils ont 8000 modèles, sur des bagues très très chères. Ils ont réussi à générer un BFR négatif parce qu'ils travaillent à partir de la 3D pour proposer leur modèle. Donc là aussi, start-up extrêmement innovante qui vient chahuter des acteurs traditionnels. Donc l'idée est de comprendre que la 3D peut effectivement optimiser des business models existants, mais aussi venir éventuellement substituer le cœur même d'activités historiques. On ne sait pas à quelle temporalité, on ne sait pas dans quelle mesure,
On ne sait pas dans quelle mesure ça va muter, on ne sait pas comment les consommateurs vont se l'approprier. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a des acteurs marchands, hein, on a la chance d'en avoir quelques-uns dans la salle, dont 2 ici, donc, qui ont compris que le BI devait reprendre la main. Hein, donc je vous ai mis 4 exemples. Donc on a Raphaël ici qui représente Top Office, qui va vous présenter son modèle, Auchan avec Emmanuel, Leroy Merlin qui vient de passer un partenariat de très très grande envergure avec TechShop. Donc ça c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu. Enfin, normalement ils devaient être présents ce soir, mais je pense qu'ils ont dû avoir un souci. Et La Poste aussi qui met en place ce genre de choses. Donc je vais d'abord passer la parole à Félix. Donc l'idée c'est que Félix va nous parler du produit, de la 3D en tant que telle. Ensuite, je passe la parole à Emmanuel pour la partie B2C, Raphaël pour la partie B2B, Raphaël pour la partie B2B, Johan et Brandon pour vous allez voir quelque chose de très novateur dans une perspective sociétale et sociale, et Swat qui va éventuellement challenger l'ensemble. Donc bonjour à tous. Donc moi je me présente. C'est où Isabelle ? Ah oui, donc moi je me présente, je m'appelle Félix Caudron, je suis designer industriel et donc consultant et formateur sur tout ce qui est impression 3D. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que ça a changé dans ma méthode de travail au jour le jour et ce qui va aussi changer la méthode de travail de tous les designers dans un futur assez proche, je pense. Donc tout d'abord, je voulais vous dire une phrase que disait toujours mon directeur dans mon école, à chaque discours de rentrée. Il disait toujours « Vous êtes des designers industriels, vous n'êtes pas des artistes. Vous êtes là pour créer des produits qui seront faits à grande échelle, sur des chaînes de production industrialisables. » Et aujourd'hui, en voyant comment l'impression 3D a évolué, finalement, le designer industriel peut devenir un peu plus artiste qu'il ne l'était il y a quelques années. On peut se permettre des formes qui étaient inenvisageables il y a encore quelques années, car tout simplement pas industrialisables. Et justement, il y a une autre phrase qui donne tout son contraire, que j'ai lu dans un article, qui disait que maintenant, en tant que designer et ingénieur, on peut oublier notre guide du dessinateur industriel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le guide du dessinateur industriel, c'est un peu la bible de l'ingénieur. C'est rempli de contraintes, concrètement. C'est chaque technologie possible et tout ce qu'elle peut faire, qu'elle ne peut pas faire, et surtout une sorte de cahier des charges géant sur chaque technologie qui va nous pas frustré, mais en gros qui nous ralentit, qui nous empêche d'aller plus loin et d'aller là où on veut aller. Donc l'idée, donc on va rester là-dessus. Et donc là, je vous ai d'abord expliqué dans toute la méthodologie d'un designer. Donc forcément c'est en 2 étapes. C'est d'abord une phase de créativité, de conception, et ensuite le développement du produit. Donc on commence toujours par une phase de créativité. Donc c'est une phase où on est là pour aller tous azimuts. On donne un cahier des charges. On donne un maximum de réponses, on donne un maximum de possibilités, de concepts, même des choses prospectives, des choses qui peuvent paraître folles. Mais l'idée, c'est que cette idée nous fera peut-être rebondir sur autre chose qui nous amènera à un produit fini. Et donc, et là, l'impression 3D intervient dans cette phase de créativité, pas forcément par une grosse machine, mais rien qu'une petite machine FDM, donc qui imprime du film en plastique, celle qu'on voit le plus souvent à la télé, qui peut coûter jusqu'à moins de 1 000 €. Mais cette machine va nous permettre d'imprimer des prototypes ou de juste valider un formel, quelque chose de prouver que l'objet est ergonomique, ce qui avant n'était pas possible, ou possible, mais à réaliser en maquette en mousse ou en argile. Et ça prenait du temps et ce n'était pas forcément la forme exacte qu'on voulait obtenir parce que c'est fait par l'homme. Alors que si on a notre fichier 3D, qu'on l'imprime, même si le rendu ne sera pas le rendu final d'un produit vendable, il permet de valider un volume ou une prise en main. Donc c'est déjà une énorme avancée pour tout ce qui est prototypage et phase de créativité. Et après, la phase de développement, donc là c'est la phase donc pour rendre le produit industrialisable. Donc c'est la phase pas de frustration, mais là où on peut avoir un produit en concept qui est validé, on dit voilà, ce concept-là on l'adore, maintenant il faut le développer. Et ben, les 3/4 du temps, l'objet final sera beaucoup moins sexy que le concept d'origine. On le voit très bien avec les concept cars. On voit un concept car au salon de l'auto, il est magnifique. 4 ans plus tard, c'est la nouvelle voiture qui sort. Et ben, malheureusement, elle est quand même beaucoup moins belle que l'idée d'origine parce qu'elle a tout simplement été industrialisée. Elle a été la courbe qui faisait toute la forme. On l'a réduit un peu pour que ce soit plus simple à mettre dans le moule, pour qu'on puisse se sortir. Malheureusement, on doit rajouter des vis dans tous les sens, donc le dessin de base est cassé par tous ces systèmes de fixation où c'est arrivé. Et c'est là que l'impression 3D nous permet justement un concept, une forme qu'on trouvait intéressante, d'avoir le produit fini quasiment tel quel. Il y a beaucoup moins de contraintes de réalisation finale.
même encore avant, je vais rester là-dessus. Et aussi, voilà, un autre point que je vais aborder avant de parler de l'optimisation topologique, c'est la possibilité, grâce à l'impression 3D, d'imprimer un objet, ou par exemple un jouet pour enfants, d'un seul bloc. On peut imprimer un objet qui aura un mécanisme qui va pouvoir bouger, mais qui sera imprimé en une seule fois, renfermé dans son objet. Un objet pour enfants, disons, qui est composé d'une vingtaine de pièces. D'un point de vue classique industriel, on va imprimer les 20 pièces, on va faire les 2 coques extérieures, il va devoir y avoir une chaîne de montage, on va devoir tout assembler pièce par pièce, on va venir fermer ces 2 coques, mettre de la colle ou mettre des vis, mettre des rivets, et l'objet, il pourra être vendu à un enfant. Malheureusement, il y a de la colle, il y a des vis, l'enfant va peut-être essayer de le démonter, on va pouvoir essayer de le casser, il y aura toutes les pièces, alors que grâce à l'impression 3D, on va pouvoir imprimer ce jouet d'un seul bloc, l'objet ne sera plus coupé en 2 et recollé, il n'y aura plus ces vis, il sera indémontable, et ça permet une fois que l'objet sort de l'imprimante, on peut directement le mettre dans le carton et le vendre. Il n'y a plus besoin de recréer une chaîne d'assemblage derrière, c'est un gain de temps énorme, et surtout aussi un gain de sécurité, et ça permet de faire tout en une seule étape. Et donc justement, suite à cela, maintenant je vais vous parler de tout ce qui est optimisation topologique. Donc c'est une chose qui existait déjà avant, mais l'impression 3D la rend vraiment industrielle et la permet de l'intégrer à quasiment chaque conception. Donc là, ouais, vous avez par exemple un objet classique industriel qui existe sur une chaîne de production. L'idée, c'est de le rendre plus léger. Et donc tout d'abord, avant que le logiciel nous fasse l'optimisation, donc là, comme on voit, la pièce on l'élargit, on la gonfle, comme on dit dans le jargon, c'est qu'on la rend un peu plus grosse pour permettre au logiciel de venir plus taper à l'intérieur, enlever des parties, ce qui va l'alléger. Donc là, la pièce, on voit d'origine, elle est comme ceci. On la rend un peu plus grande pour qu'il y ait plus de matière. Donc un peu plus grande. Dessus, on vient lui donner son matériau, lui donner toutes les forces qui sont appliquées sur elle, tous ses points d'appui. Comme ça, le cahier des charges complète de la pièce est connu par le logiciel. Et là, on lui demande donc de nous l'optimiser. Et donc, il nous donne par exemple un résultat comme ceci. Donc, on voit que la pièce est beaucoup plus légère et toujours aussi résistante. Avec différents jeux de curseurs, on peut modifier jusqu'à obtenir une forme. On se dit que voilà, celle-ci est quand même plus jolie que celle d'avant. Donc on se dit, voilà, celle-là, elle est intéressante. Donc on l'exporte, on la remodélise dans son logiciel de conception 3D. Et donc ça donne une pièce comme celle-ci. On se dit qu'entre les deux, il n'y a pas une grande différence. Mais on a quand même minimisé la masse et surtout maximisé la résistance de l'objet. Et mine de rien, c'est 30% de masse qu'on a gagné. Si c'est une petite pièce qui est dans un avion ou dans un train et qu'il y en a 800 sur toute la rame, et ben ça fait un gain de poids énorme pour la société et surtout un gain de matière. Parce que toutes les zones en moins sur la pièce d'origine, les perçages ou même la forme de la pièce, à la base, on part d'un bloc qu'on vient tailler. Alors que là, on part vraiment de la matière pure. Disons qu'il y a 60 grammes de titane dans la pièce, il n'y aurait que 60 grammes d'imprimé, alors que dans la pièce d'avant, on partait d'un bloc de 100 grammes et on en perdait 40 qui tiennent des copeaux et qui ne sont jamais réutilisés. Donc là, voilà un autre exemple. Donc, par exemple, un axe d'un cadre de vélo pour mettre un tube de sel. On voit la pièce d'origine en violette, qui était une pièce en aluminium, donc déjà très légère. Le concept, c'était créer un vélo léger en aluminium. Le projet avait été validé, la pièce était faite, et ils ont quand même demandé à une société d'optimisation topologique d'essayer de voir s'ils ne pouvaient pas encore améliorer cet axe de tube de sel pour le vélo. Et donc là, ils se sont dit, bah tiens, ils l'ont optimisé. Donc la pièce, au final, est encore, moi en tout cas, je la trouve plus jolie. On voit qu'elle est plus travaillée. Et elle est faite en titane. Donc à la base, le titane est plus lourd. Mais finalement, comme il y a beaucoup moins de matière, la pièce qui est en titane est 40% plus légère que la pièce en aluminium. Donc voilà, la pièce est plus costaud, plus jolie, plus légère. Donc voilà, et là encore, c'est que ce qui va bloquer l'axe de sel. Donc si on imagine que tout le vélo est fait comme ça, on peut gagner plusieurs kilos sur un vélo. Et donc, comme je vous parle de l'optimisation topologique, comme on le voit sur la pièce en haut, une pièce d'origine et une pièce finie, on voit que la pièce d'origine, elle part de un peu plus de 2 kg, et à la fin, elle fait 400 grammes. Et on voit surtout que, donc déjà pareil, la pièce aussi est plus jolie, et on voit qu'au centre, ce qui va toutes les barres qui rejoignent les extrémités, on voit qu'elles sont en structure lattice. Donc la structure lattice, c'est un peu, on va dire, comme du nid d'abeille, c'est de la structure alvéolaire pour alléger la matière tout en la rendant toujours aussi costaud. Et donc, comme on voit sur les images d'en bas, d'origine, si on venait usiner, fraiser ou une industrialisation classique, on prenait de la matière brute où on venait on venait soustraire de la matière. Et donc déjà, on perdait tous ces copeaux qui partaient et surtout la fraise ou l'objet qu'on voulait obtenir au final était plein. Alors que grâce à l'impression additive, comme on vient directement créer son objet, déjà il n'y a pas de perte d'usinage, mais surtout ça nous permet à l'intérieur de la pièce, comme on voit sur les coupes,
de faire des pièces alvéolaires qui les rendent beaucoup plus légères, ce qui est encore un énorme gain de poids et surtout aussi un gain d'argent, de matière qui n'est pas gâchée à remplir la pièce. Et donc voilà, je finis par ce projet parce que je trouve très intéressant, parce que le premier, le plâtre, c'était un des premiers projets qui a beaucoup communiqué, qui a buzzé sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé dans les journaux télévisés. C'était un projet d'étudiant américain qui a voulu révolutionner le plâtre, ce que tout le monde connaît. Beaucoup de gens se sont soit cassé le bras ou ont eu des gens qui s'étaient cassé le bras. Et c'est quelque chose de très contraignant. On a chaud, on ne peut pas se gratter, on ne peut pas aller dans l'eau, donc c'est quand même des choses pas forcément très pratiques. Donc là, l'idée, et donc on voit bien aussi l'optimisation topologique, le plâtre réalise le même effort, va toujours aussi bien renforcer l'os à l'intérieur, le protéger, mais en ayant beaucoup moins de matière et surtout en étant fait sur mesure. Parce qu'on vient d'abord scanner le bras, comme ça prend toutes les formes des muscles, après on peut imprimer. Mais à l'époque, le blanc, il y a plus de 3 ans, c'était plus de 2 jours pour imprimer la pièce et faire les finitions. Aujourd'hui, on voit que le projet a évolué, il y a une société qui a repris le concept. Maintenant, ça prend moins de 3 heures pour imprimer le plâtre. Donc malheureusement, c'est encore un peu long pour quelqu'un qui arrive à l'hôpital et qui doit lui scanner son bras, il doit attendre 3 heures avant qu'on lui mette son plâtre. Mais l'idée, ça veut dire que dans quelques mois ou quelques années, ça ira beaucoup plus vite et que dès qu'on se casse le bras, on aura juste à nous scanner le bras, ça sera fait sur mesure et on vient de nous le fixer. Et donc l'idée, c'est qu'on peut aller se baigner, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Et là, comme on voit, donc les 2 petites sondes qui viennent se rajouter, ça c'est encore l'évolution de l'évolution. Si on vient directement mettre des sondes par ultrasons et qui viennent aider à réparer l'os 30 à 40% fois plus vite que naturellement. Donc quelqu'un qui se cassait le bras, si avant c'était 45 jours, grâce à ça, ça ne sera plus que 25 jours. Donc c'est l'optimisation qui a permis de réintégrer des sondes. Donc c'est encore une révolution médicale qui est quelque chose d'assez simple, qui n'est pas de la grande chirurgie, c'est juste un plâtre, mais qui est plus sympa, plus léger, waterproof, et on se soigne plus vite. Donc voilà, c'est comme quoi ça va vraiment toujours de plus en plus vite dans le secteur. Et donc moi, en gros, en conclusion, en tant que designer industriel, ce que ça change dans mon métier de tous les jours, c'est qu'on est moins frustré, puisqu'on peut plus créer et ne plus être enfermé par l'industrialisation. On se dit, voilà, vous devez forcément, si on travaille pour un client qui avait, il avait soit une découpe laser, donc on devait forcément travailler pour la découpe laser, ou il faisait du moule, donc on devait forcément faire des pièces injectées. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel produit peut être fait en impression 3D, on peut le sous-traiter, et surtout, ça peut être fait en France. Ça permet de faire des petites séries, ce qui était impossible avant. N'importe quelle start-up qui se créait, souvent était bloquée par les fonds, ne pouvait pas se dire, bon, je dois faire mon produit, il est fait, mais je vais devoir faire un moule en Chine, donc il faut que j'ai au moins 50 000 pièces pour que je sois rentabilisé. Là, ça permet à une start-up de se dire, voilà, on va en faire 100, si ça marche, après on fera un moule et on ira plus loin. Donc ça permet de lancer plus de projets. Ça ouvre la petite série, surtout à la personnalisation, de pouvoir créer un produit et de se dire, voilà, je vais en faire 15 versions différentes, presque le même produit, comme pour aujourd'hui les Mini, les voitures, les DS, les bouteilles de Coca. Le but, c'est de pouvoir se personnaliser son produit. C'est l'affect qui joue et c'est la tendance du moment. Donc l'impression 3D permet de faire ça sans aucune contrainte. Et après, voilà, la seule chose qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, c'est que 20% des machines d'impression 3D se disent capables de faire du produit fini. Donc il y a encore 80% qui sont plus dans le prototype ou dans le produit, on va dire, pas assez propre pour être fini. Mais on sait très bien que dans 1 an ou 2, ou même moins, ces chiffres vont complètement changer. Donc on va de plus en plus pouvoir penser à un produit, l'imprimer et directement le mettre dans son packaging et le mettre en rayon. Donc ça fait un gain de temps. Ça réduit les étapes qui pouvaient durer 6 mois, peut-être pas en 6 jours, mais en 6 semaines. Donc c'est vraiment une révolution pour tout ça. Et voilà, donc je vous dis, c'est que le début et ça va évoluer. Donc il faut y croire. Et l'impression 3D... on y croit. Et on va passer la parole au champ. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne suis pas designer 3D ni ingénieur. Par contre, je travaille dans un groupe où la plupart des personnes sont des commerçants audacieux. Et à ce titre-là, une entreprise qui est audacieuse ne peut pas être en dehors du sujet de la 3D. Et donc ça, c'est le champ qu'on investit, mais avec un angle de vue qui est évidemment différent, qui est celui du retailer. Alors, très rapidement, pourquoi est-ce que Auchan s'intéresse à la 3D? Bon, je pense que la première chose, c'est qu'il y a la 3D représente une vraie révolution, et un vrai potentiel
au moins aussi impactant, aussi puissant que l'a été la révolution liée à Internet. Et que même si aujourd'hui les routes ne sont pas encore connues et que les chemins sont à créer, l'idée elle est toute simple, elle est de prendre position et de rentrer dans le jeu pour contribuer à l'écosystème et apprendre en faisant. C'est aussi simple que ça. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités à être présent. La deuxième, c'est que bon, le fait de l'impression 3D et la relation entre un fichier numérique et une machine numérique vient chambouler quand même la norme sur laquelle on a construit la distribution, qui est qu'on peut faire des produits extrêmement singuliers, par définition. Et c'est même le seul intérêt de l'impression 3D. Donc du coup, le moule industriel sur lequel on a construit des gammes de produits qui font qu'on achète et qu'on optimise un moule, c'est ce que tu disais, par des volumes importants, ben, quelque part, il est complété. Je ne veux pas dire qu'il est challengé aujourd'hui, c'est pas vrai, mais en tout cas, il est complété par cette notion-là et ça change complètement la lecture. On n'est plus en verticalité, on est en horizontalité. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle il faut s'intéresser à cette technologie en tous les cas. Et puis la troisième, c'est que l'intérêt consommateur, la désirabilité est en train de monter de manière très forte et très vite. Et que donc, là encore une fois, l'incertitude elle est majeure, mais les opportunités elles sont là, et donc on est dans une logique de innovation by doing, et donc on va apprendre en faisant, en investissant des champs d'usage. C'est ce qu'on fait justement au magasin de V2, où plutôt que de commander peut-être une étude ad hoc avec des gens qui vont nous dire ce qu'on pourrait faire, bon, ben, on met un proto et on regarde comment les consommateurs vont réagir, vont l'utiliser, et je peux vous dire que des enseignements, on en a pris beaucoup. Voilà, donc voilà 3 raisons pour lesquelles Auchan s'intéresse à l'impression 3D. La déclinaison de ça, c'est un projet donc, qui a été mis en proto à V2 qui s'appelle UMake. Bon, UMake vient évidemment de la révolution 3D avec le Graal qui est l'objet unique. Hein, puisque, encore une fois, c'est ça la vraie valeur ajoutée. Il faudra qu'on se pose la question de pourquoi on se met dans l'impression 3D et pas comment. C'est pourquoi. Quelle valeur ajoutée on crée. Et quelque part, il est accessible. Hein. La technologie fait qu'on peut créer des objets uniques. Bon. La déclinaison pour nous, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un modèle de distribution qui est quand même challengé régulièrement, l'attendu consommateur, et tu en parlais Isabelle, c'est vraiment la singularité, la personnalisation, l'existence au travers d'un produit qui me ressemble parce que j'y ai aussi mis ma contribution, mis ma créativité, avec une couche plus ou moins épaisse, mais c'est un élément important, donc la personnalisation est un enjeu majeur. D'ailleurs, l'impression 3D n'est pas le seul outil qui permet de faire de la personnalisation. Et ça, on s'en rend bien compte. Il y a bien d'autres machines numériques. L'enjeu, c'est bien le fichier numérique qui parle à une machine numérique et donc le fait de faire un objet unique sans coût supplémentaire. Parce qu'au départ, j'ai eu des personnes qui me disaient oui, alors donc effectivement, si on fait un objet en impression 3D, d'accord, si j'en prends 5, le prix est donc moins cher que si j'en prends un. Je dis non, c'est pas moins cher, par contre, je peux te faire 5 différents. Et le réflexe, c'est de dire ah oui, mais alors donc tu achètes mal. Je dis non, c'est pas une question d'achat, c'est une question de faire en horizontal 5 produits différents sans coût supplémentaire. Alors, le deuxième élément de UMake, c'est évidemment la révolution des makers, qui est appliquée au retail et au B2C. Là, d'un point de vue conception assistée par ordinateur, de l'impression 3D, des scanners, la technologie est en place. Hein. Mais le maker, il veut être impliqué et il veut être dans le faire. Voilà. Et donc, on a bien le consommateur et le faire, et le UMake vient clairement de là. Hein. Et puis l'usage, bon, Isabelle en a parlé, évidemment, une technologie n'a de sens que si elle est effectivement appropriée, et c'est là où elle devient une innovation. Et donc, en tout cas, c'est la promesse et l'approche de UMake, c'est le créateur, c'est vous. C'est chacun d'entre nous qui va s'approprier cette technologie et qui va en faire l'usage qui lui correspond. Bon, une fois qu'on a dit ça, le champ d'investigation, il est large, mais en même temps, il faut être très humble par rapport à ça, parce qu'il y aura beaucoup d'itérations, beaucoup d'essais-erreurs. L'important, c'est pas de se tromper, c'est vraiment d'en apprendre et de pivoter rapidement. Voilà. Voilà pour le contexte. Alors, le mode opératoire, précisément, c'est le prototypage rapide. Bon, il y a une confirmation, et ça fait que 3 mois qu'on a testé, mais il y a une confirmation. Aujourd'hui, clairement, le modèle économique en B2C, en retail, n'est pas en place. Clairement. Bon, ça ne sert à rien de vouloir faire semblant qu'il ne l'est pas. Il le sera, mais pour l'instant, il ne l'est pas. On n'a pas craqué le code encore. Deuxième, 2 difficultés majeures que j'ai identifiées sur le concept et sur le test, c'est que, 1, l'accès prix est quand même majeur, et 2, l'immédiateté du produit.
Voilà, ce sont deux nœuds majeurs pour les consommateurs qui vont en hypermarché ou en centres commerciaux. Et l'accès prix, je vais vous donner un exemple. Il y a une quinzaine de jours, j'ai récupéré une lunette en 3D, très beau produit, faite en Allemagne, super, beau design, etc. Ça coûte 50 € en production aujourd'hui. Bon, et c'est pas du verre, c'est pas des lunettes à vocation pour du verre, comment dirais-je, à prescription. Hein. Bon, on compare ça, le client, ok, je montre à quelques personnes, ils disent ah oui, c'est super. Bon, c'est à peu près la même chose que la lunette qui fait 6 € et qui vient de Chine. Et donc, en tant que tel, aujourd'hui, d'un point de vue économique, cette lunette en 3D ne tient pas d'un point de vue accès-prix pour le client. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. Il y a un marché sur la personnalisation, mais pas forcément aujourd'hui avec l'impression 3D, peut-être avec d'autres technologies. Et puis, l'immédiateté du produit. Il y a 1 an et demi, on a lancé un prototype avec une imprimante qui fonctionne. Alors, dès qu'on met une imprimante qui fonctionne, ça, c'est clair que ça marche. Hein. Il y a une vraie curiosité, les gens ils s'arrêtent. Par contre, pour enclencher un achat derrière, c'est plus compliqué. Et puis les gens veulent le produit immédiatement. Ils comprennent assez mal que, bon, même si la promesse de clic est intéressante, mais ils comprennent mal qu'ils ne peuvent pas avoir le produit à la fin des courses. Bon. Et donc ça, c'est un vrai nœud. Donc il faut résoudre ce nœud. Je ne sais pas à quelle échéance, mais l'accès prix et l'immédiateté produit sont deux nœuds dans l'environnement retail. Et puis il y a une réalité qui est la vulgarisation. Il y a un petit peu un mélange entre... alors souvent, les médias font parfois, pour des questions de temps, peut-être des raccourcis sur l'impression 3D. Et donc, du coup, au final, il y a une certaine confusion entre, et c'est ce que tu as évoqué largement, entre on met dans le même vocable l'aéronautique et la pizza et le sifflet qui est fait en dépôt de fil. Bon, et les gens ne comprennent pas exactement quelle est la valeur ajoutée ou quel est l'intérêt de l'impression 3D à ce titre-là. Et donc, du coup, pour moi, la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi la technologie de l'impression 3D aurait une utilité dans un contexte particulier ? Ce n'est pas d'une manière générale, c'est dans mon contexte propre, qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur ajoutée supplémentaire qui pourrait justifier le premium prix qui aujourd'hui est présent. Voilà. Et rien que répondre à cette question-là, c'est compliqué. Alors, au-delà de ça, moi je pense qu'il y a 3 verticales possibles en B2C. On pourra en discuter tout à l'heure. Évidemment, la personnalisation via l'impression 3D, mais encore une fois, il n'y a pas que cette machine-là. Hein. Toute machine numérique qui communique un fichier numérique permet de le faire. Il y a une deuxième verticale possible qui est la petite série. Mais là, encore une fois, la question va être quel est le premium prix que le client est prêt à accepter par rapport au produit qu'on lui propose, parce qu'inévitablement, son œil de comparaison, c'est le produit industriel fait, peu importe où, mais acheté en grande quantité en conteneur à partir d'un moule. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. Et souvent, c'est sur l'émotion. Donc il faut faire des produits très personnalisés où la personne a pu s'impliquer. Et plus elle s'implique dans le produit, plus on est un équilibre entre rationnel et émotionnel. Et puis la troisième verticale possible, évidemment, c'est la réparation, le service après-vente. Bon, et là, il y a un véritable enjeu, mais il y a aussi beaucoup de questions. Et c'est sous réserve de mutations profondes. Mutation pour que ce soit une démarche collective entre les différents fabricants et les distributeurs qui acceptent de tout mettre à disposition en open source. Parce que si je n'ai qu'un fabricant dans un univers métier et que j'en ai 8, bon ben, quelque part, ce n'est pas suffisant. Donc c'est tout le monde ou personne, ou en tout cas la majorité dominante ou personne. Et puis, les questions juridiques sont des vraies questions. Et la validation par les industriels sur est-ce que si je transfère demain à un distributeur comme Auchan la capacité à faire de la pièce détachée, est-ce que je suis sûr qu'il utilise la bonne machine, la bonne matière, dans le bon contexte pour garantir que mon produit au final reste conforme à mon cahier des charges de qualité? Donc là, il y aura certainement quelques débats et quelques tables rondes avant d'être dans l'opérationnel. Mais c'est une vraie verticale, clairement. Et à horizon 5-10 ans, bon, évidemment, à horizon 5-10 ans, la logistique et le SAV, tu l'évoquais, sont impactés. Alors effectivement, personne ne peut dire est-ce que je dois réduire ma flotte de camions de 1, de 2 ou de 3 aujourd'hui. Par contre, c'est évident qu'à partir du moment où demain, et je ne crois pas que demain soit dans 2 ans, où tout le monde aura une imprimante 3D chez lui pour faire tous les produits, mais inévitablement, à moyen terme, un certain nombre de produits auront une légitimité et être faits en mode local sur des productions d'impression 3D. Et d'autres ne l'auront pas, ou peut-être même jamais.
Donc il y aura un impact, mais c'est difficile de prévoir de manière précise aujourd'hui. Les lieux de production vont également, les cartes vont être rebattues. Clairement, je peux considérer que la distribution, dans une certaine mesure, ait aussi un rôle à jouer dans la production d'objets. Parce que si je prends par exemple certains produits de type PGC, on est bien dans une logique distribution, je n'apporte pas de valeur ajoutée. Par contre, dans le produit frais, j'apporte une valeur ajoutée. Quand je fais le pain en magasin, j'apporte une valeur ajoutée. Eh bien, certains produits vont avoir une vraie valeur ajoutée et être faits en mode local et en mode très petite série ou en mode produit unique. Et auquel cas, il y aura bien une répartition des cartes entre certains produits seront faits par l'habitant parce que c'est pertinent qu'ils soient faits chez l'habitant, d'autres dans des intermédiaires de type distributeur et d'autres qui le feront encore en mode industriel. Et puis la désintermédiation est un sujet clé parce que lorsque l'utilisateur parle à l'utilisateur et que ce soit l'industriel ou le distributeur au milieu n'accompagne pas son souhait de changement de vie et de consommation, eh bien il le fera sans. Donc c'est pas quoi, il s'en mettra pas, il fera sans. Donc vaut mieux être avec lui que de vouloir expliquer que finalement il ne faut pas bouger. Donc il faut bouger. Et c'est pour ça qu'on se lance sur le projet de l'impression 3D. Mais il y a encore, évidemment, le chemin, il est très très long. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que tous ceux qui peuvent contribuer dans la salle au sujet, ce sera avec plaisir. Hein. Voilà. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, je représente Top Office, une société de distribution de la région. On a 37 magasins en France. On est concentré sur la distribution de matériel de bureau, fourniture de bureau et solutions d'impression numérique. On s'est intéressé à la problématique de l'impression 3D il y a maintenant 3 ans. Parce que dans l'évolution de l'entreprise et de son positionnement, on voulait vraiment se situer comme business partner de nos clients. Pas comme un fournisseur de papier, de crayon, mais vraiment comme quelqu'un qui accompagne les projets de ses clients et des entreprises. Donc on a réfléchi à la meilleure façon d'appréhender le sujet impression 3D pour nous, au travers de nos magasins. On a d'abord pensé à la distribution entre guillemets classique d'imprimantes de consommables et très rapidement on s'est dit que le sujet de la valeur ajoutée qu'on voulait apporter ne se situait pas dans l'offre produit mais bien dans le service qu'on pouvait leur rendre et on a fait le choix d'équiper un certain nombre de magasins avec des imprimantes et surtout de former nos équipes sur ces imprimantes 3D et de faire en sorte que les imprimantes fonctionnent. Parce que la problématique qu'on a au quotidien, au-delà d'acheter une imprimante de un peu moins de $2000 aux US ou bien toutes les imprimantes qui circulent sur le marché, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Par contre, assurer une continuité de service, c'est un autre sujet. Parce que si vous connaissez tous un peu le sujet dans la salle, vous savez qu'entre les problèmes d'extrusion, de fils qui cassent en pleine impression ou de fichiers pas complètement bouclés qui ne permet pas d'avoir un résultat qui tienne la route. Enfin, on peut imaginer des dizaines de cas de figure qui font que le projet ne va pas au bout. Donc nous, notre promesse, c'est de dire on sécurise à nos clients que leur idée, leur concept, il va prendre forme sous un modèle avec des imprimantes. Nous, on s'est équipé de réplicateurs 2, donc des imprimantes plutôt grand public, hein, on va les appeler comme ça. Et par contre, avec un partenaire qui nous assure le SAV, la maintenance et le fait que si une imprimante est en panne, dans les 24 heures, elle est réparée et on peut proposer ce service à nos clients. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a lancé ce service. On est présent, on va dire 80% de nos magasins sont équipés. Les 20% restants travaillent en mutualisation avec les magasins équipés. On a entre 2000 et 2500 projets qu'on a réalisés. Alors on parle de projets hein, parce que je rebondis sur la notion de produit tout à l'heure. Très clairement, aujourd'hui, pour nous, ce sont des projets à chaque fois. C'est une histoire unique. On est dans le prototypage pour le service qu'on propose, nous, pas dans la personnalisation. On ne va pas jusque-là. On est vraiment, le client arrive avec son idée, avec son modèle, on lui imprime. C'est à 95% des pros qui viennent nous voir, 5% des grands publics. Alors, je dirais juste un exemple de grand public.
J'étais en magasin, le seul que j'ai vu, c'est un passionné ingénieur qui avait cassé sa porte de douche et qui arrivait en ayant pris les dimensions d'une pièce avec son pied à coulisse et qui avait prévu exactement ce qu'il lui fallait pour la réparer. On est vraiment dans le domaine de la micro-niche. Aujourd'hui, l'expérience que nous, on a sur le particulier, elle se limite à des gens qui sont vraiment très pointus et avec une vraie formation. On ne s'improvise pas comme ça. Donc moi, la vision que nous, on a en tout cas au niveau du grand public, ce n'est pas du court terme, c'est du moyen-long terme. Le pro, par contre, notamment la TPE-PME, on a énormément d'applications aujourd'hui dans des domaines très très variés. Du prototypage qui va sur des sujets, je vais démarrer d'une brosse à dents avant fabrication en Chine. Il y a des gens qui sont venus imprimer un gabarit de brosse à dents juste pour valider qu'en termes de taille et de format, ça collait à leur idée avant de faire cette production-là. Et en parallèle, on va imaginer des usages très différents qui vont dans le domaine de la vente. Et ça, ce n'est pas forcément un sujet qu'on imagine a priori, avec quelqu'un qui avait un projet d'éolienne qu'il voulait défendre auprès du Conseil général pour avoir une subvention. Et il a passé 2 jours dans le magasin, imprimer pièce par pièce son éolienne, parce que finalement, pour défendre son projet, c'était beaucoup plus vendeur d'arriver avec une éolienne imprimée en 3D qui donnait une vision assez réaliste de son projet, plutôt qu'avec quelques planches avec des dessins qui étaient positionnés dessus. Donc pour dire, le champ des possibles est très large. Le vécu qu'on a aujourd'hui, il est assez varié. On a beaucoup de diversité. Alors j'ai oublié de commencer par l'essentiel, c'est finalement pourquoi nous on a voulu faire ça. Je dis oui, accompagner les projets de nos clients. Mais on a aussi voulu, comme disait Emmanuel de son côté pour Auchan, être un acteur de ce marché. On voyait quelque chose qui émergeait, on avait envie d'être présent, de participer à l'aventure, et puis aussi, très clairement, de se positionner. On voulait être le premier distributeur à proposer une solution d'impression 3D, ce qu'on a fait il y a 2 ans, mais on voulait aussi être présent parce que demain, vendre de l'imprimante, pourquoi pas, du consommable, pourquoi pas, parce que ça, c'est aussi un marché à potentiel important, et puis faire évoluer notre promesse de service, c'est aussi un sujet qui compte et qui pourra faire la différence pour nos clients et pour nous en termes d'évolution de modèle. Donc Isabelle évoquait en termes de modèle économique, quel était l'impact. Nous, typiquement, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une approche, être présent et démocratiser le sujet. Donc on a voulu lever la barrière prix, puisque un projet en 3D chez nous, ça démarre à 10 € et ça va jusqu'à 30 €. Après, on est limité par la taille de ce que peut faire une Replicator 2. Donc on peut imaginer une somme de pièces qui viennent s'emboîter ou en tout cas réaliser un projet plus lourd. Mais on a voulu vraiment être bon marché et se situer en accompagnement de projet. Donc c'est ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. On étudie avec attention les nouvelles technologies, tout ce qui est en train de se passer, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la technologie clip et puis les technologies qui permettent d'arriver sur des réalisations plus fines, puisque le principal problème qu'on enregistre aujourd'hui, c'est ce que évoquait Emmanuel également, à savoir que, et puis Félix surtout, quand tu parlais des objets qui n'étaient pas, enfin des imprimantes qui réalisaient des objets qu'on ne pouvait pas commercialiser. Aujourd'hui, la finesse d'impression, dans la majorité des cas, fait que l'objet est limité au stade du prototype, pas parce qu'il ne pourrait pas être un produit fini, parce que quand on interroge nos clients, on se rend compte que pour eux, nombre de nos clients aimeraient vendre du produit, aimeraient dire, voilà, moi, dans mon idée, j'imagine très bien passer à la phase de commercialisation demain. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important, parce que ça veut dire que, en tout cas, dans les TPE, PME, les gens sont prêts à passer au stade de la commercialisation. On n'est pas juste dans l'idée d'un prototypage. On imagine bien l'impression 3D comme étant une solution de fabrication alternative qui permette de faire du commerce. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Alors, moi, la vision que j'avais en termes d'évolution pour tout ça, c'est vraiment, je pense qu'on évoquait, ça fait 30 ans que ça existe, c'est pas une nouveauté. Par contre, il y a une conjonction de 3 choses à mon sens qui font que c'est un vrai accélérateur. Le web, clairement, parce que le web est un gros moteur d'accélération pour tout ça. On parlait d'open source, toute la créativité, toute la co-construction, c'est un gros sujet. L'évolution de la technologie, puis le domaine public, puisque la fabrication additive, en tout cas certaines technologies sont tombées dans le domaine public et ça a été un accélérateur.
tout couplé aussi à l'évolution sur les matières, parce qu'il y a énormément de recherches sur les matières qui va très vite et qui peut être presque aussi révolutionnaire, ou en tout cas impactante, que l'évolution de la technologie au niveau de la production. On entend parler de métaux qui ont des températures de fusion plus faibles et qui permettront d'avoir de l'impression 3D sur de métaux sur pourquoi pas des imprimantes relativement standards. Ça, c'est aussi quelque chose qui va impacter. Et donc le mélange du web avec cette créativité de la matière, ça c'est quelque chose qui est vraiment un gros accélérateur de changement. Et les échéances à venir pour passer au stade du vrai grand public, bien malin, est celui qui pourra donner un horizon temps. On dit 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il peut se passer quelque chose qui vienne complètement bousculer la donne et vraiment accélérer tout ça. Alors en termes d'usage, moi, si je devais faire une dernière projection plutôt en ce qui concerne le retail, dans l'idéal, on parlait d'imprimer le produit et de le mettre en linéaire. Moi, j'aurais été encore plus loin. Moi, je ne veux même pas le mettre en linéaire. C'est finalement le rêve pour un distributeur, c'est de ne plus avoir de stock. Puisque le stock, c'est des capex, enfin des immobilisations, c'est du cash. Donc demain, si l'impression à la demande, finalement, si on voit les levées qui se passent au niveau de la problématique du temps, si un objet, ça prend peu de temps à imprimer, si la qualité est au rendez-vous, demain, plus besoin de stock. Par contre, peut-être qu'il faudra des grosses machines, peut-être qu'il faudra immobiliser sur du matériel qui pourra avoir une production rapide de bonne qualité. Mais immobiliser ça et ne plus avoir de stock, là, on est dans quelque chose qui va être assez révolutionnaire et qui peut profondément impacter la distribution. Ça, c'est vraiment le retail peut changer. Par contre, l'échéance là-dessus, je pense que la conclusion pour moi sur tout ça, c'est si quelqu'un, pour rebondir sur ce que tu évoquais en conclusion, Emmanuel, si quelqu'un a des idées ou des infos qui permettront de projeter l'horizon temps autour duquel les métiers vont profondément changer, je suis preneur parce qu'il y a des gros sujets de mutation pour les entreprises. Et la bonne question, c'est à quelle vitesse les prendre, à quelle vitesse investir, parce qu'investir trop vite, c'est pas non plus une bonne idée. On voit aujourd'hui, la technologie change vite. Une imprimante aujourd'hui, elle sera obsolète dans quoi? 3 mois, 6 mois, 1 an. Qu'est-ce qui va créer cette obsolescence-là? C'est très difficile de l'anticiper. Donc le bon tempo et le bon investissement, c'est des questions que nous, on se pose en tant que distributeur. Voilà, merci. Je vais passer maintenant la parole à Johan et Brandon, qui vont vous présenter quelque chose d'un peu différent. Justement, on va sortir du monde marchand et s'inscrire plus dans une logique sociétale. Enfin, vous allez voir, on est dans un très très beau projet. Merci Isabelle. Alors moi je me présente, je m'appelle Johan Noto, donc je suis ingénieur de formation et cofondateur de la plateforme web additiverse.com. Donc je vais d'abord remercier Isabelle, notre hôte, et la Schema et la CCI également de nous avoir invités et d'avoir la possibilité de parler du projet que porte Brandon, qu'on a baptisé Repair My Hand. Donc il est là aujourd'hui. Avant de lui laisser la parole, je vais quand même présenter brièvement additiverse.com. Donc Additiverse, c'est une plateforme web communautaire, c'est important, communautaire spécialement dédiée à l'impression 3D. Donc vous y trouverez des actualités pour faire votre veille, vous y trouverez également des fichiers 3D 100% gratuits, qui sont la plateforme est alimentée régulièrement soit par l'équipe d'Additiverse, mais aussi par des designers, des ingénieurs ou simplement des makers ou des gens qui ont des compétences en modélisation et qui se disent tout simplement j'ai un besoin d'une pièce, donc je la modélise. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais du fichier? Est-ce que je le mets à la corbeille? Est-ce que je le garde sur mon disque dur? Ou est-ce que je le partage à la communauté? Donc la plupart du temps, les gens le partagent gratuitement sur la communauté. C'est pour ça que tous nos fichiers 3D qui se trouvent sur la plateforme sont 100% gratuits. Alors j'ai parlé des actualités, j'ai parlé des fichiers 3D. On a aussi un annuaire des professionnels, donc gratuit. Les fichiers sont également téléchargeables gratuitement, mais les professionnels peuvent s'inscrire à l'annuaire gratuitement également. Et enfin, la dernière chose et la plus importante, Additiverse, c'est aussi une communauté de passionnés autour de l'impression 3D qui permettent de mettre en place des projets et des projets comme celui de Brandon qui va vous expliquer juste après. Voilà. Alors, j'ai un petit message à lancer avant de passer le micro à Brandon. C'est si vous êtes professionnel, si vous êtes maker, si vous êtes designer, si vous êtes passionné par l'impression 3D,
n'hésitez pas à rejoindre Additiverse.com. Alors, je vais passer le micro à Brandon. Ce n'est pas évident de parler en public, surtout quand on parle de soi et d'un problème de handicap. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de l'encourager par quelques applaudissements. Merci. Donc, bonsoir, je suis Brandon, porteur du projet Repair My Hand. J'ai 27 ans et j'habite à Valenciennes. Voilà, donc en 2010, j'ai eu un accident de la circulation provoqué par une personne alcoolisée. Voilà, donc j'ai perdu l'usage complet de mon bras gauche. Après 4 opérations infructueuses, la seule solution pour moi pour récupérer de la mobilité dans mon bras, c'est l'amputation et l'utilisation d'une prothèse bionique. Voilà. Mon choix était de garder mon bras en gardant l'espoir, on va dire, de trouver une solution justement pour récupérer cette mobilité. C'est en 2013 que j'ai eu l'idée justement de créer un exosquelette pour les personnes affectées justement par le handicap du membre supérieur. J'ai donc contacté l'équipe Additiverse pour faire appel à leur communauté et justement lancer le projet Repair My Hand. Voilà. Grâce à plus d'une trentaine de personnes aujourd'hui, on a 2 prototypes qui sont présents ici. Merci Johan. Ces 2 prototypes ont pu être réalisés avec la participation d'entreprises qui nous ont fourni en matériel, en filaments, en services, mais notamment aussi aux particuliers qui ont participé à ce projet. Donc on s'est réuni un peu tout type de personnes, des ingénieurs passionnés de 3D. On a aussi des makers, on a des petits messages de soutien qui font du bien pour le projet. Voilà. On a également le soutien de sénateurs, par exemple, Madame Valérie Létard. On a aussi Daniel Percheron, si je ne dis pas de bêtises, et aussi Dominique Riquet, député européen. Voilà. Donc, aujourd'hui, où nous en sommes, le dernier prototype qu'on développe, il sera beaucoup plus petit, donc il sera plus petit, plus léger, plus facile à une utilisation quotidienne. On travaille également sur différents matériaux, la robotique, on s'inspire beaucoup aussi de tout ce qui est modélisme. Voilà. Donc j'ai bon espoir que le projet Repair My Hand justement me rende la mobilité basique, on va dire, du bras gauche, et à travers moi justement aider toutes les personnes victimes d'un handicap. Donc en réfléchissant sur le projet, on peut y trouver plusieurs mobilités, notamment pour la rééducation, la vascularisation du système sanguin. Notamment, on a une kiné qui nous suit pour essayer de trouver plusieurs utilités justement à l'exosquelette. Voilà. Pour faire avancer le projet, à terme, on prévoit justement de faire appel au financement participatif. Voilà. Excusez-moi. Donc, ben voilà, on compte sur vous en fait si vous êtes justement, si vous avez des j'ai du mal. Alors en fait, l'idée, c'est de réunir la communauté. Donc, si vous avez des compétences, des connaissances ou du matériel, donc on a pas mal d'entreprises qui participent aussi. On a eu 2 imprimantes 3D qui nous ont été prêtées, je l'ai cité, d'Agoma. On a eu du filament, on a eu voilà. Donc là, aujourd'hui, on commence à avoir des prototypes qui sont beaucoup plus petits que le premier. On peut le mettre dans la poche. Celui-là, on pouvait pas le mettre dans la poche, donc c'est tout bête. Mais l'utilisateur principal, c'est lui qui trouve les contraintes. Donc on profite de chaque estrade qu'on peut avoir pour faire un appel à la communauté et avancer sur le projet. Donc effectivement, après, il y aura... Là, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'effectivement, l'impression 3D, on a eu du matériel, ça coûte pas très cher. Là, on a d'autres pistes qui sont proposées, par exemple, une impression en titane. Ça commence déjà à coûter un peu plus cher. Donc, Brandon fait un appel aussi à la communauté et puis au crowdfunding, certainement, pour financer ça. Voilà. Je vous remercie. Alors merci Brandon pour ce témoignage. Alors avant de passer la parole à Swad, je rappelle justement que la chance que nous avons ce soir, c'est que ça va au-delà de cette estrade, puisque cette conférence est captée et sera diffusée sur les réseaux sociaux. Donc j'espère qu'un maximum de personnes et d'entreprises vont entendre ce message que nous allons relayer activement, toutes et toutes. Moi, je passe la parole à Swad pour
quelques questions pertinentes pour clôturer ça et après on échange effectivement avec les personnes dans la salle. Merci. Alors, avec Isabelle et un collègue de l'Université de Lille 2 qui était ici présent, Mbaye Diallo, on a entamé en fait justement un projet de recherche sur tout ce qui est comportement de consommateurs, attitude des consommateurs, etc., à l'égard aussi bien de la technologie qui est l'imprimante 3D, mais aussi des produits conçus via l'imprimante 3D. Donc, on s'intéresse un peu plus au marché B2C. Et donc, mes questions vont être adressées plutôt plus à Emmanuel. Donc, tout d'abord, le premier scénario présenté par Isabelle et auquel je pense Raphaël ne croit pas trop, c'est le fait que le consommateur deviendra son propre producteur, fournisseur de produits en possédant. D'accord. En possédant sa propre imprimante, sachant qu'aujourd'hui, avec le dynamisme des pratiques collaboratives et le projet justement Repère My Hand est un exemple, le consommateur n'est pas obligé d'avoir une imprimante chez lui, mais plutôt, ça pourrait être un groupe d'amis, un groupe de voisins qui peuvent avoir une imprimante 3D, qui s'entraident pour expliquer, pour comprendre l'utilisation de l'imprimante, etc., etc. Moi, ma question, est-ce que vous croyez justement à cette nouvelle concurrence et comment votre entreprise est préparée à cela? Est-ce qu'elle est préparée à cela ou est-ce que vous avez entamé une réflexion, sûrement une réflexion, mais une démarche pour se préparer à cette nouvelle concurrence? Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport, vous avez parlé de la personnalisation et la customisation. Et justement, moi, je me demande, parce qu'on a parlé de la valeur additionnelle, etc., l'enrichissement de la proposition de valeur. Et moi, ma question, vraiment, quel est le plus de l'imprimante 3D par rapport aux pratiques traditionnelles de customisation? Les limites que vous avez exposées, à savoir l'accès prix et l'immédiateté, en fait, des travaux marketing sur la customisation ont bien montré que la customisation, c'est vrai, ça pourrait être perçu par le consommateur comme une expérience ludique. C'est le plaisir d'avoir un produit sur mesure, un produit unique, etc. Mais cela, ou cette valorisation n'est perçue que si d'autres critères, notamment le prix et le délai de livraison, sont satisfaisants. Donc apparemment, on se retrouve dans le même cas de figure. Et moi, je me demande quel est le plus dans ce cas de l'imprimante 3D. Et enfin, ma dernière question, est-ce que vous pensez que le consommateur va être réceptif à tout produit conçu par l'imprimante 3D? Parce que justement, on a entamé le projet, on a commencé par une étude un peu ethnographique. Donc, on était voir ce qui se dit, en fait, sur les blogs, etc. Et on se rend compte quand même qu'il y a pas mal d'avis négatifs par rapport à l'imprimante 3D alimentaire. C'est-à-dire avoir des pâtes conçues par l'imprimante 3D ou du chocolat, etc. Apparemment, les consommateurs sont un peu sceptiques. Sûrement par manque peut-être d'informations, mais quand on voit que les consommateurs se dirigent de plus en plus vers tout ce qui est bio, frais, tout ce qui est la bonne nutrition, etc. Et c'est vrai, on s'est rendu compte que, en tout cas, sur les blogs et le forum, c'est que, ils se disent, c'est quoi ça, des capsules avec les ingrédients des pâtes, etc. Ça leur parle pas trop, en fait. Ils sont très sceptiques. Alors, je vais répondre à la troisième question, qui fait partie un petit peu du mythe de l'impression 3D. Est-ce que imprimer un objet en 3D le rend utile? Pour moi, non. Clairement, s'il n'est pas utile à la base, ce n'est pas le fait de le faire en 3D qui va lui rendre une utilité. En soi, ça ne suffit pas. Alors après, les caractéristiques essentielles pour les objets en 3D, faire un objet avec une imprimante 3D qu'on pourra faire avec une autre machine en 2D, pas beaucoup d'intérêt. Donc le prix, la production, c'est un élément, mais les formes, on aborde sur l'espace, on aborde des produits de type bijoux, des produits de type décoration de la maison, et donc des personnages, ce qu'on appelle les minimis, personnages à l'effigie. Bon.
minimis, ça ne peut être fait qu'en impression 3D. Un bijou, si c'est pour faire quelque chose qui se fait déjà dans l'industrie bijouterie, pas beaucoup d'intérêt, puisqu'on va de toute façon produire quelque chose qui sera plus cher. Et en plus, on le produira moins vite. Donc, c'est partir avec beaucoup d'handicap. Donc, la forme est un élément majeur. Enfin, la forme, la géométrie, comme tu évoquais, Félix, le gain en termes de poids et de matière et de forme, voilà, ça, ce sont des éléments fondamentaux. Et c'est là où l'enjeu n'est pas forcément l'imprimante, c'est la capacité à créer un design 3D compatible à l'imprimante, évidemment. Et donc, la question, c'est vraiment d'abord quel est l'objet, quelle valeur ajoutée, quelle utilité. Ensuite, c'est le fichier, la pertinence du fichier. Et l'imprimante, on vient prendre l'imprimante par rapport aux besoins du fichier. Et plutôt que d'acheter une imprimante pour dire, et maintenant, j'en fais quoi? Il faut inverser. Donc, la forme est un élément majeur. Et la première question, c'est est-ce que la menace du C2C sans lobby? Non. Ce n'est pas une menace. Au contraire, si les SI s'emparent du sujet, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc c'est au BI de se positionner pour savoir comment il va être en capacité d'accompagner ce mouvement. Donc simplement, ça demande effectivement un pivotement dans la démarche intellectuelle et dans la capacité de dire, bon, ok, le monde a évolué, il évoluera. Parce que le changement, c'est la nature, donc il ne faut pas en avoir peur, mais non, s'il y a du SI un acteur en B2C doit se féliciter que beaucoup de SI veulent le sujet. Voilà. Donc, et par contre, les imprimantes à domicile, il y aura des hubs. Là, encore une fois, la question de la propriété de l'imprimante, ce n'est pas le débat, pas pour moi. La technologie de l'imprimante, il y en a, elle va être de plus en plus performante, de moins en moins chère. Posséder l'imprimante ne fait pas l'usage d'un produit. Qu'il soit imprimé chez moi ou dans un hub ou chez un distributeur ou ailleurs, peu importe. Encore une fois, l'enjeu pour moi, je le vois beaucoup plus dans le fichier. Dans le fichier et dans la capacité, parce que n'oublions quand même pas, là, chacun d'entre nous, quand on va dans un hypermarché, indépendamment de la marque, évidemment, on y va pour faire des achats du quotidien. Donc 99% des gens qui viennent dans un hypermarché ne sont pas intéressés par la technologie pour la technologie. Ils sont même pas au courant des différents types de machines. Par contre, ils sont intéressés et c'est systématiquement leur réaction, ils sont surpris, mais agréablement surpris par les possibles. Et donc, mon métier de distributeur, c'est de rendre ces possibles accessibles pour eux. C'est ça. En tout cas, ma contribution dans la chaîne de valeur, c'est pas l'imprimante, c'est pas la technicité de l'impression 3D, c'est la capacité à créer, à leur rendre accessible par un parcours client très simple, la finalité qui est celle d'un produit ou d'un service. Voilà, c'est ça. Moi, je maîtrise les flux clients, on sait comment on travaille avec nos clients, mais par contre, j'aurai d'autres partenaires qui vont m'aider pour trouver la bonne imprimante, pour trouver la bonne technologie, pour trouver les bons process. Moi, je me concentre sur ma verticalité avec le service client. Voilà. Merci Swat pour ces questions, merci Emmanuel pour ces réponses. Alors avant de passer effectivement aux échanges, s'il y a des échanges, et j'espère qu'il y en aura avec la salle, quelques mots simplement pour clôturer en fait ces données que nous vous avons transmises ce soir. J'aimerais revenir sur ce que je vous ai dit au départ. Donc vous avez vu qu'avec beaucoup d'humilité, nous avons essayé de tenter d'appréhender en fait l'impact de cette technologie sur les différents modèles économiques et les différentes activités. Vous avez bien compris, je pense qu'il était délicat, voire extrêmement dangereux de traiter ça d'une façon holistique ou globale. On ne peut absolument pas comparer les secteurs d'activité. Vous avez vu que le modèle économique est un prisme extrêmement intéressant pour travailler sur ces technologies, puisque vous allez voir que vous allez récupérer bien sûr l'intégralité des slides et cette présentation en vidéo. Vous verrez que dans le modèle économique, en fonction du secteur d'activité dans lequel on est, chaque composante peut être impactée de façon fondamentalement différente. On a bien vu que cette innovation soit incrémentale, radicale, de rupture, voire disruptive à moyen terme, il serait là aussi extrêmement dommageable de considérer cette technologie comme une innovation de rupture, quels que soient les secteurs d'activité. On voit aussi que nos retailers, mais aussi d'autres entreprises qui n'ont pas pu être présentes ce soir, ont compris qu'il fallait entamer, c'est ce que Dominique voulait insister aussi ce soir, pour ça qu'on a travaillé sur les modèles économiques, ont entamé un processus de
de construction, ils revisitent en fait leur modèle économique pour voir quelle potentialité en tirer, ou éventuellement, alors c'est vrai que la réponse d'Emmanuel est intéressante, tout le monde n'a pas forcément le même discours que lui, certains acteurs se sentent menacés par les modèles du C2C, notamment dans l'industrie. Voilà, même si effectivement, c'est vrai que ton argument est extrêmement intéressant, j'espère qu'il sera relayé, s'il y a une vraie demande de si c'est hobby effectivement de rentrer dans la boucle, hein, ce que vous faites d'ailleurs très bien pour certains d'entre vous. Mais la majorité quand même des entreprises françaises n'ont pas réellement conscience de ce que l'on s'est dit ce soir. Hein, on a la chance d'avoir des groupes extrêmement performants sur le plateau ce soir, précurseurs aussi bien, on a Eric ici, Kassan qui est directeur de la marque Auchan dans la salle, aussi bien sur la co-création que sur l'innovation collaborative, l'impression 3D, Raphaël aussi extrêmement innovant. Mais c'est vrai que je voudrais insister pour avoir une vision de l'ensemble des territoires, et là je salue la CCI. Nous sommes dans une région, on en parlait avec Raphaël tout à l'heure, extrêmement dynamique. Quand je parle de ce que l'on fait dans la région Nord, dans d'autres régions françaises, ils me regardent en me disant c'est pas possible qu'il se passe tout ça chez vous. Ben si, il se passe tout ça chez nous. Et je pense qu'on peut être fiers de tout ce qui se passe. Donc voilà, donc je repasse le micro à Dominique pour les échanges et peut-être aussi pour qu'elle puisse dire un petit mot sur ce qu'elle a pensé de ce que nous avons dit ce soir. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Ah, oh là là. Bon, alors j'ai vu une première main. On va démarrer par ici alors. Bonsoir. Donc, je suis Cosimo Prété, le fondateur de la société Crimson Technologies. Aujourd'hui, on est spécialisé dans l'identification et la sécurisation des biens et des matériaux. Et je voulais savoir, face à cette facilité d'accès à l'impression 3D, quelles étaient les pistes de réflexion autour de la contrefaçon, justement? Est-ce qu'il y a des chantiers qui sont abordés et des solutions innovantes? Merci. C'est un sujet qu'on a abordé effectivement il y a 15 jours à l'INPI, il y avait 120 personnes, mais c'est intéressant d'entendre aussi les industriels peut-être et les personnes ici en parler. Ça va changer du discours aussi de... Ah, oui, et il y a déjà un bout de... À l'INPI? Allez. Allez. Allons-y. Ben merci, bon, c'est pas évident de répondre à la question comme ça évidemment parce que j'allais dire, les fondements du droit sont là. Après, j'allais dire, c'est les modèles économiques qui fixent un peu les règles. Effectivement, si on arrive à trouver des contrats et des règles d'utilisation, des conditions générales d'utilisation. Bon, après, évidemment, comme toute technologie, il y a des abus. Donc, c'est soit aux entreprises... Enfin, on ne peut pas considérer que le consommateur va s'autoréguler. Hein. Ça sera effectivement aux entreprises de prendre des dispositions juridiques, notamment dans les conditions générales et les règlements. Ça, c'est une première chose. Après, il faut voir ce que le législateur, en général, il réagit plutôt avec une certaine inertie quand il a des problèmes, notamment face au lobbying. On le voit avec Uber ou Airbnb, quand des nouvelles technologies apparaissent, effectivement, le législateur est un peu contraint face à des anciennes professions qui font des lobbies. Donc, après, il faut voir, est-ce que les moyens matériels pourront contrer la contrefaçon. On l'a vu, vous l'avez vu avec la dématérialisation des fichiers musicaux, on n'a pas réussi à trouver des parades puisqu'elles sont toujours levées. Donc là, il faudra faire preuve d'intelligence. Et j'allais dire, il n'y a pas de méthode miracle. On l'a vu en tout cas sur la dématérialisation des fichiers musicaux aujourd'hui. Hein. C'est que voilà. Par rapport à ces logiques-là, quand on a des industriels, pour rebondir sur ce que vous dites, aujourd'hui, en fait, ce qui est assez surprenant, alors c'est moins vrai dans un contexte français. Hein, les Français ont encore un peu la culture de la propriété intellectuelle et du brevet. Mais quand on voit qu'un groupe comme Toyota vient de mettre en open source en fait l'ensemble 5680 brevets sur la voiture hydrogène en open source, je pense que de plus en plus il y a des prises de conscience que l'avantage concurrentiel des entreprises aujourd'hui ne sera plus forcément lié à la détention de brevets en innovation fermée, mais à leur capacité à soutenir un flux intensif d'innovation en innovation ouverte. Hein. Donc c'est vrai qu'en France, c'est peut-être encore un peu difficile à faire passer. Mais je trouve que l'exemple de Toyota qui met en libre accès 5680 brevets dans une logique d'open source, ce qui est valable dans un milieu quand même industriel très lourd, quand on voit que BMW est en train de se rapprocher de Local Motors pour voir comment en fait Local Motors ressort une voiture avec le concept de micro-usine et à l'unité, il y a des vraies questions de fond
Est-ce que demain, effectivement, bon là je ne parle pas de la contrefaçon en tant que telle, mais on peut aussi interpeller à moyen terme avec les industriels la pertinence du brevet et de la propriété intellectuelle, quoi. Il y a une vraie question de fond qui se crée. J'ajoute un point, ce que tu dis sur l'industriel est très vrai. Après, il y a la problématique des marques au sens, je prends juste un exemple d'une histoire qui est arrivée il y a quelques temps. Un site, je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, je crois que c'est Shapeways qui propose à des gens d'uploader des fichiers, de les faire réaliser. Quelqu'un avait partagé une figurine de Final Fantasy, qui est une marque assez connue. Les Japonais n'ont pas trop aimé. Donc même si effectivement le législateur met un peu de temps, généralement les marques elles mettent pas de temps du tout. Donc là ça a été très vite, en 24 heures c'était réglé. Je crois qu'un petit courrier a suffi pour dégager le fichier du site. Donc je crois qu'il y a aussi cette problématique commerciale derrière qui fait que on a quand même des sociétés bien structurées en face, et dès le moment où il y a un enjeu autour de la marque, les gens réagissent très vite. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet de fond. On s'est posé la question quand on a commencé à proposer ce service. On en a évidemment fait mention dans nos conditions générales de vente, c'est une chose. Ça n'est pas suffisant. Après, il y a aussi la formation des équipes, à savoir dès le moment où on sent, parce que c'est pareil, nous c'est assez facile, beaucoup plus facile que dans le B2C pur, quand on sent qu'on arrive avec un fichier, enfin quelqu'un qui a développé, ça se voit. Si tout de suite on imagine un produit entre guillemets fini ou bien qui a été repompé quelque part, il y a quand même quelques critères assez simples pour s'en rendre compte. Et donc dans ces cas-là, on essaie de verrouiller le plus possible. Mais avec la démocratisation du sujet, évidemment, ça va monter en puissance très fort. Oui. Si je peux juste rajouter, la Commission européenne, cette année, enfin l'année dernière, avait commandé à un groupe politique présent avec des députés européens qui s'appelle le Parti Pirate, qu'on n'a pas chez nous en France, mais qui existe dans d'autres pays, avait commandé un rapport et une analyse sur les droits d'auteur, et notamment dans le cadre de l'impression 3D. Et ils ont rendu un rapport parce que la Commission européenne pense faire évoluer, enfin c'est une vraie question de fond, faire évoluer certainement le droit d'auteur en Europe, mais pour l'instant on n'en est qu'au stade des réflexions. Moi je peux rebondir sur ce que disait M. Vaness. Nous on a eu un exemple avec David dans le club impression 3D d'un Fab Lab qui devait fabriquer une pièce pour une machine industrielle du textile qui avait 110-120 ans. Et l'industriel avait décidé de confier au Fab Lab la fabrication d'une pièce de rechange, en fait, assez anodine d'ailleurs. Et je peux vous dire que ça a été mis dans la presse parce que c'était une manière de dire tiens, les industriels travaillent aussi avec les Fab Labs. Je peux vous dire que l'article a été à peine mis dans la presse, 5 jours après. Le centre en question a reçu une lettre recommandée, une injonction et une interdiction de fabriquer la pièce. Donc ça veut dire qu'ils sont extrêmement sensibles, les industriels, à ce qui se passe. Alors ils réagissent, c'est des anglo-saxons, ils ont réagi assez violemment, voilà, et pour tout de suite bloquer le truc. Mais ça pose quand même question, tout le monde était étonné. Une machine qui a 120 ans, eh ben non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez comme ça. Et bon, après, on peut toujours discuter derrière avec l'industriel, mais ça montre quand même qu'ils sont extrêmement sensibles à ça. Ils font beaucoup de veille aussi, ces gros industriels. Ils regardent un peu ce qui se passe dans le domaine et vous voyez, là, en tout cas, ils ont capté tout de suite l'information de France. Donc, bon, quand même, c'est un point de vigilance. Monsieur. Bonsoir, Othman Laoufir, je suis étudiant en MA à Schema et je voulais rebondir sur cette question justement de la concurrence pour les entreprises à moyen et à long terme, puisque vous avez évoqué justement la réduction du délai de fabrication des pièces avec les imprimantes 3D, parallèlement à j'imagine, à une baisse de leur coût de production. Donc on pourrait retrouver un schéma à peu près similaire à la loi de Moore pour l'informatique. Mais la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on pourra tendre vers des modèles efficients d'innovation en fait, en termes d'impression 3D, dans la mesure où les entreprises étant en concurrence les unes avec les autres vont chercher à aller à une course un peu à la technologie pour en fait, se différencier en ayant les imprimantes les plus perfectionnées. Alors aujourd'hui, les imprimantes sont extrêmement différenciées. Manifestement, il y en a qui sont spécialisées par matériaux, par taille d'impression. Et donc, il y a un peu une logique de barrière à l'entrée pour la plupart des acteurs, finalement, sur ces marchés-là, puisque, à terme, les imprimantes sont vouées à être
dévolue aux gros acteurs du marché. Je pourrais juste ajouter une chose, excusez-moi. Par rapport au B2C, par contre, je m'interroge plus par rapport à l'avenir du marketing, dans la mesure où les marques auront de plus en plus de mal à se différencier à travers leur identité propre par rapport aux produits qu'elles proposent aux consommateurs, dans la mesure où le consommateur lui-même va commencer à façonner ses produits. Donc c'est un peu une problématique à double tranchant, sur plusieurs échelles en fait, qui laisse perplexe. Voilà, je vous remercie. Sur la première partie de la question, moi, il me semble intéressant de préciser que j'ai 2 exemples en tête. Le premier, c'est un brevet déposé par Amazon il y a quelques mois maintenant. Alors, l'avenir du e-commerce, c'est quand même l'entreprise qui arrivera à livrer le plus vite possible le produit qui aura tout gagné. Et Amazon a réfléchi actuellement à un concept. Ils ont déposé le brevet, donc je ne dis pas qu'ils iront jusqu'au bout, mais au moins ça mérite au moins de s'y pencher un petit peu. C'est qu'ils pensent équiper toute une flotte de camions de livraison avec des imprimantes 3D notamment, pas que, mais aussi ça. Donc ça veut dire que le consommateur va passer commande, le fichier va être envoyé au camion le plus proche du consommateur et l'objet va être produit pendant le transport. Donc il y a l'impression 3D, il y a aussi comment on utilise l'impression 3D. Donc ça c'est un exemple. J'ai été aussi assez surpris parce qu'en rédigeant des actualités, forcément, on est un peu au courant de tout ce qui se passe. Et quand on en publie une, on en a lu 10 aussi. Donc, et on ne publie pas forcément sur tout parce que ça évolue effectivement très, très vite. Il y a TNO, c'est une société aux Pays-Bas qui a lancé un concept d'impression industrielle 3D qui est assez intéressant, où eux mettent en série plusieurs imprimantes 3D avec un manège. Et en fait, le manège passe avec des petits plateaux en dessous de chacune des imprimantes 3D et les couches sont imprimées à la suite les unes des autres. Et chaque plateau imprime un objet différent. Donc, et ça peut répondre aussi à une production de masse et à la rapidité qui est aujourd'hui le problème numéro 1 de l'impression 3D. Voilà. J'espère avoir répondu à une partie de la question. Juste par rapport à votre deuxième question, par rapport à l'identité de la marque. En fait, si le consommateur design son produit, mais via le logiciel mis à sa disposition par l'entreprise, ça ne fait que solidifier en fait l'identité de la marque et la relation avec le consommateur. On se retrouve dans une démarche de collaboration entreprise-consommateur. Et nous, on l'a montré déjà dans nos travaux sur tout ce qui est crowdsourcing, etc. Mais c'est valable aussi pour l'utilisation de l'imprimante 3D. Si l'entreprise met... et d'ailleurs, c'est les logiques de personnalisation, de customisation aussi traditionnelles, pratiquées par Nike, Kickers, etc. Donc là, ça ne fait au contraire que approcher l'entreprise ou la marque de ses clients, et ça ne fait que solidifier son identité et son image. Fabia de mémoire, Skoda Fabia Combi, ou je ne sais plus laquelle, aller chercher du coup en garage et vous essayez en même temps, en récupérant votre impression 3D sur simple inscription, et en plus je crois que de mémoire on pouvait, enfin c'est même sûr, on pouvait modifier les couleurs, changer tout ce qu'on voulait, et vous pouviez aller en plus essayer la voiture que vous aviez personnalisée. C'est assez simple. Bon, maintenant du coup j'ai ma Skoda à la maison. Bon, je sais pas si c'est la voiture, mais je l'ai essayé. C'était cool. Mais n'empêche ils ont fait venir le consommateur grâce à ça, en tout cas. Et pour un coût, à mon avis, qui leur a pas coûté non plus les yeux de la tête, quoi. Et ça a renforcé cette relation-là, en fait. Oui, et ça c'est faisable parce que ça s'appuie sur un produit qu'ils veulent vendre qui a une forte valeur ajoutée, à la base. Ce qui est, dans l'environnement du retail, beaucoup plus compliqué, puisqu'on est sur des objets à valeur de 40, 50, 90 euros. Donc, mais c'est intelligent, effectivement. Moi, je voulais juste poser une question. C'est qu'à aujourd'hui, vous, Monsieur Bouille pour Auchan et pour Top Office, vous êtes quand même sur une partie d'évangélisation de votre future clientèle. À aujourd'hui, vous vous laissez combien de temps pour dire
ça marche pas. Je décide d'investir en masse parce que là, sur Auchan, je pense que vous l'avez fait sur un ou deux magasins, enfin sur peu de magasins. Sur un seul magasin en mode sans site, sans rien, juste confiné au magasin. Juste confiné au magasin. Combien de temps vous vous laissez pour dire ça marche pas quel est la question, je ne me la pose pas de savoir combien de temps je me laisse pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Dès que je vois qu'il y a un nœud, il faut réagir. Donc c'est à quelle vitesse je pivote. Ce n'est pas dans combien de temps je décide que ça ne marche pas, c'est à quelle vitesse je pivote. Et donc des itérations, il y en aura beaucoup. Tout à l'heure, Isabelle parlait de La Poste. Je les ai rencontrés. Ils ont trouvé quelque chose qui se rapproche de leur cœur de métier au bout de 6 itérations. Donc je ne sais pas combien d'itérations il va falloir, mais... par contre, là, ça nécessite une vraie agilité. Oui. Et c'est ça qui est aussi la technologie. Elle a ça comme avantage, c'est qu'elle nous contraint, mais positivement, à également changer nos modes d'approche. Et encore une fois, c'est l'humain qui souvent est plus un frein à une technologie qui ne demande qu'à être appropriée par des nouveaux usages. Mais c'est le pivotement des usages. Donc, il faut être patient. Il faut quand même être patient. Et le plus gros risque là-dessus, c'est la gestion de l'incertitude. C'est un sujet qui n'est pas à risque parce que l'impression 3D a un énorme potentiel. Par contre, il est incertain parce que la route n'est pas connue. Donc, il faut savoir accepter l'incertitude, mais pivoter très rapidement, par contre. 3 mois, un test de 3 mois permet déjà d'avoir beaucoup d'enseignements. L'erreur est de ne pas en tenir compte et de vouloir refaire la même chose ailleurs, etc. Ça, c'est sûr. D'accord. Oui, j'ajoute juste pour notre expérience, parce que ça fait maintenant 2 ans. Donc cette question, on se l'est posée vite, parce qu'on est des commerçants, on a envie d'être présents, mais pour autant, moi, le ROI, c'est quelque chose qui compte. Donc très très vite, finalement, on a mis en place quelques indicateurs pour se dire, à partir de quel moment on considère que ce qu'on a imaginé tient la route. On s'est dit, il faut à peu près un objet par jour par magasin. Si on fait un objet en 3D par jour par magasin, économiquement, ça tient, on y est. Donc aujourd'hui, au bout d'un an, on était profitable sur cette activité-là. Par contre, c'est pas avec ça qu'on va assurer la croissance de demain. Aujourd'hui, quand je vous dis le prix moyen d'un objet, c'est une vingtaine d'euros, un objet par jour par magasin, je vais faire le calcul, c'est pas comme ça qu'on va aller faire une grosse croissance. Mais ce qui est certain, c'est que l'investissement en machine, il amortit. Qu'aujourd'hui, la rentabilité dégagée, quand on connaît le prix du filament, même en vendant à prix moyen de 20 euros, c'est très profitable. Mais par contre, quand j'intègre le temps passé par les équipes pour aller au bout de la réalisation d'un objet, je suis équilibré. Mais ce n'est pas non plus une grosse source de profitabilité. Par contre, c'est vrai, comme dit Emmanuel, déjà c'est différenciant, puisque nous on avait un déficit d'image aussi. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de Top Office, mais c'est clair qu'on a pris un petit coup de jeune autour de tout ça. Je pense que rien qu'avec les relais presse qu'on a eu en lançant le sujet, on a été amorti pour l'équiper tout le magasin. Et ça, n'était pas que l'objectif, mais c'était aussi l'objectif d'avoir une prise de parole rapide sur le sujet. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu énormément d'enseignements. On a appris beaucoup et c'était aussi le sujet numéro 1. On parlait d'évangéliser, oui, clairement. Ça, c'était aussi notre mission. Quelque part, c'était de faire savoir à nos clients qu'on pouvait leur apporter un service autour de l'impression 3D, et surtout que l'impression 3D pouvait leur ouvrir des nouveaux horizons dans leur métier. Nous, nos clients, je dis les TPE, les PME, alors plutôt les TPE en l'occurrence, y a plein de choses qu'ils ne pouvaient pas forcément faire et qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Je ne vais pas parler de ceux qui utilisent l'impression 3D au quotidien, parce que typiquement, eux, ils ont un ingénieur chez eux ou une personne qui est pointue, ils achètent la machine et ça fait partie de leur modèle. Non, mais c'est plutôt des petites boîtes qui n'avaient pas l'occasion de s'en servir, qui ont besoin d'imprimer un truc genre tous les 3 ou 4 mois. Quand on imprime un objet tous les trimestres, quel intérêt d'immobiliser une machine, de faire en sorte qu'elle marche, parce que le jour J, quand vous en avez besoin, forcément ça marche pas. Donc, et c'est là où nous on s'est positionné, et c'est ce qui a fait que, je parlais tout à l'heure, 2500 projets après 2 ans. Alors forcément au départ on avait commencé sur 2-3 magasins, maintenant on a quasiment tout le parc équipé, mais donc l'équilibre est là. Par contre sur un marché de niche, parce que clairement c'est un marché de niche, et c'est pas un modèle qui peut s'appuyer qu'on pourra développer dans le B2C. Bonsoir. Moi, j'aurais une question concernant les normes sur les objets que vous pouvez imprimer. Sur les normes sur les objets que vous pouvez imprimer, est-ce que, en cas de... J'imagine un client qui vient chez vous imprimer une pièce pour un ULM, cet objet casse, est-ce que votre responsabilité est engagée
concernant cette pièce, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas une norme, il n'y a pas de législation sur les normes imprimées, enfin sur les pièces imprimées. Je pense que c'est pour moi. Effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. À aujourd'hui, l'exemple que je citais, la porte de douche de tout à l'heure, bon, j'ose espérer que ce monsieur a pu réparer sa porte de douche et qu'il ne viendra pas me voir dans 3 mois pour me dire que ça ne s'est pas bien passé. Mais pour autant, sur des produits à fonctionnement, et c'est un peu ce qu'évoquait Félix tout à l'heure, et Emmanuel également, la problématique de dire, pour les SAV, etc., c'est super. Maintenant, est-ce que la pièce de rechange va assurer le même bon fonctionnement de l'objet que la pièce d'origine? Ça, c'est tout l'enjeu. Nous, clairement, aujourd'hui, je vois dans 99% des cas, ce qu'on fait, c'est du proto. Donc le proto n'a pas vocation à fonctionner en tant que tel. Enfin, il est là dans une chaîne de création de valeur à l'instant T, avant de rentrer dans soit quelque chose d'industriel, soit, au-delà des protos, on a même une société qui est venue imprimer des trophées personnalisés qu'ils en remettent. Donc dans ces cas-là, j'ai pas le problème. Mais typiquement, je pense que plus on va gagner en qualité dans les imprimantes qu'on va utiliser et dans ce qu'on va être capable de délivrer, plus on va être confronté à ça. Aujourd'hui, avec de l'impression plastique standard, le sujet est moins vrai. Demain, ou même déjà avec des imprimantes qui peuvent faire des produits, enfin un bon niveau de finition, des choses métalliques ou autres, là on rentre complètement dans ce problème. Et à très court terme, on va se poser la question, verrouiller les choses juridiquement avant d'y aller parce qu'il y a un sujet. Ouais. Je vais juste compléter pour la partie industrielle. Alors effectivement, tout à l'heure, Emmanuel parlait de lunettes. Aujourd'hui, ce qui sauve les opticiens, c'est que si un enfant a un accident avec une paire de lunettes qui est fait en 3D, l'assurance ne couvre pas. Donc effectivement, il y a certains secteurs d'activité qui sont protégés par ça. Maintenant, au niveau de l'industrie, on est allé avec Franck via Evritech, en fait, à l'ENSAM à Paris, voir les pièces faites pour l'aéronautique. Il est évident que les tests de conformité sont extrêmement robustes, même beaucoup plus, le sont beaucoup plus que pour des processus d'usinage classiques. Hein, c'est ce qu'ils nous ont montré. Voilà. Donc après, là aussi, comme je l'ai dit au départ, attention, comme le disait Emmanuel, comme le disait Raphaël, enfin tous les acteurs ici présents, il ne faut pas tout confondre. Aujourd'hui, on a déjà des milliers de pièces qui volent, enfin qui équipent les avions. Il est évident qu'on ne peut pas traiter de la conformité et des normes dans le secteur industriel que dans le secteur du proto, que dans le secteur des produits finis ou autres. Mais ce que nous a présenté Félix tout à l'heure, il y a quand même des normes de sécurité qui sont extrêmement importantes. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les voitures de collection sont enfin, je veux dire, vous pouvez rouler avec des pièces qui ne sont plus, alors sauf effectivement, comme tu disais tout à l'heure, une réaction d'une marque, mais normalement, les tests de robustesse sont bonnes. Ce que je vous ai présenté sur l'injection plastique, c'est pour ça que ça va être une véritable rupture, c'est que les tests de conformité sont bons et en plus 15% moins cher que l'injection plastique de base. Donc si là on s'attaque à la grande série et à l'injection plastique, ça risque de modifier complètement des pans entiers d'activité, quoi. Je parlais surtout au niveau des produits finis, des consommateurs. Ouais, des consommateurs. Qui on va leur donner la possibilité de faire un objet avec un logiciel de CAO. Et, ils ne sont pas couverts pour l'instant. Un jouet d'enfant, comme disait Félix tout à l'heure, si c'est un consommateur qui le fait, il n'est pas couvert. Ça, j'en suis certaine. C'est pas couvert. Mais à ce moment-là, est-ce que la responsabilité de Top Office ou de Auchan peut être engagée parce que c'est eux qui fabriquent l'objet, même si c'est le consommateur qui a apporté le fichier? Oui. Donc, d'accord. Oui, puis c'est pas. Je ne suis pas certain que les consommateurs, en tous les cas, dans l'hypermarché, soient tous à vouloir avoir un service pour venir créer sur un ordinateur leur propre pièce. C'est pas ça qu'ils attendent. Donc moi, je ne vais pas dans ce marché-là pour l'instant. Je ne propose que des pièces qui sont faites par des professionnels, compatibles à l'impression 3D. Et donc, il n'y a aucune dimension ni technologique, ni même d'entrant dans un autre produit. Pour l'instant, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et puis, ça ne correspond pas à leur attente. Pas chez moi. Non, mais on avait eu un premier magasin où les gens pouvaient éventuellement venir avec une clé ou un support autre pour mettre un fichier. Mais aujourd'hui, dans la proposition de valeur qu'on a, ce n'est pas présent. J'ai peut-être eu 1 ou 2 demandes en 3-4 mois, mais c'est tout. Avec TechShop, ça risque de changer un peu. Il y a juste une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui par contre va être à la fois une opportunité et une menace pour des gens comme Leroy Merlin,
que je connais bien, c'est qu'on a effectivement à la fois, ça va optimiser leur service après-vente, comme le disait Emmanuel tout à l'heure ou Raphaël, mais par contre, il ne faut pas oublier non plus que c'est avec la 3D, tout va être réparable à l'infini. Donc quelque part, moi je leur dis, ça peut réinterpeller aussi les business models de vente one-shot et la durée d'obsolescence des produits et de renouvellement d'achat. Parce qu'à partir du moment où tout est réparable, il est évident que ça réinterpelle quelque part l'acte d'achat. Il faut savoir que ces technologies vont être supportées par nos collectivités, on le voit bien ici, parce que ça peut être une réponse future à justement des dimensions écologiques et environnementales qu'on ne sait pas. N'oubliez pas que c'est, Félix en parlait tout à l'heure, mais une pièce en acier vers un usinage classique, c'est entre 70 et 80% de déchets, entre 5 et 10 en impression 3D. Dans une logique d'économie circulaire et économie de la fonctionnalité. Donc là aussi, on est sur des débats qui vont amener des mutations profondes. Voilà. Alors, je voyais qu'il y avait encore des personnes qui voulaient poser des questions. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vois qu'il est 20h10 et il y a un cocktail en bas. Je propose que vous puissiez échanger aussi avec les personnes si vous avez des questions à poser, à moins que si vous ne vous sentez pas trop frustré. Non, ça va aller. C'était très court. Allez-y. Allez-y. Je ne peux pas donner de nom parce que c'est confidentiel, voilà, mais j'ai effectivement des adhérents APM patrons à la fois dans l'industrie haute qui ont muté, notamment suite à des constatations comme celles qu'on vient de faire sur des décisions d'investissement futures, sur de l'injection plastique, on ira plutôt sur une autre forme. Il y a des véritables mutations, il y a des véritables mutations qui s'opèrent. Après, ce qui est intéressant, c'est c'est pas l'objet parce qu'il faudrait dans ce cas-là venir à un cours qu'on fait sur les modèles économiques. Mais tout à l'heure, Emmanuel parlait d'itération. Et ce qui est intéressant dans le modèle économique, pour ceux qui connaissent, et il y en a certains qui connaissent bien ici dans cette salle, c'est qu'en fait, c'est un outil systémique. Et c'est un outil justement qui est fait pour faire des prototypes et pour scénariser des modélisations d'activité. Donc il est évident que c'est un modèle qui est extrêmement pertinent pour travailler sur des processus d'itération comme ils sont en train de le faire et tester. Donc globalement, ces acteurs-là dont tu parles, ces acteurs-là sont en train de modéliser différents développements en analysant les conséquences de chaque choix sur les composantes des modèles économiques. Ils vont faire des protos. En business model, on assimile ça à des crash voitures, des crash tests. Ils vont faire des protos. On va garder les 2-3 plus robustes, on va les chiffrer, puis on va voir s'il faut y aller ou pas, quoi. Mais on est sur des... Alors après, on est sur des industries plus lourdes. Après, des gens comme Leroy Merlin, ils sont dans des logiques de créativité ou même ce que fait Emmanuel sur V2. Ce sont des groupes, la Galaxie Mullier donne beaucoup d'autonomie dans l'innovation. Ils ont Emmanuel est à la base de Co-Creative Attitude d'Auchan. Ce sont des groupes qui sont extrêmement innovants et qui laissent la possibilité d'innover effectivement un peu partout avec des initiatives personnelles. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, à des gens comme Leroy Merlin, je me permets de dire, attention, à partir de quand un service que vous considérez comme un service auxiliaire, notamment par exemple la 3D ou la pose en C2C, reste un service auxiliaire ou devient une véritable proposition de valeur. Voilà. Top Office, on voit clairement que c'est une proposition de valeur additionnelle. Je pense qu'Auchan, Emmanuel sera d'accord pour savoir qui se tâtonne encore. Est-ce que c'est un complément de proposition de valeur aujourd'hui ou pas? Ou est-ce que c'est un service annexe? Je crois qu'aujourd'hui, avec 3 mois, il ne peut pas se permettre de se prononcer. Mais l'objectif est de savoir si effectivement ça va ou pas conforter une proposition de valeur additionnelle, quoi. Voilà. Bien. Bah, écoutez, je propose qu'on arrête là les séries de questions-réponses. Je voulais d'abord vraiment remercier encore Isabelle, voilà, pour être à l'initiative de cette conférence. Je pense que ça vous a intéressé. Remercie surtout Raphaël, Vanessa, Emmanuel, Lebouy, Félix, Swad, Brandon. Merci. On va relayer votre information et Johan.